Mesdames, Messieurs, bonjour à tous, bonjour à vous. Merci de nous retrouver ce matin sur les antennes Equinox Télévision pour cette nouvelle sortie de 10-12 le Zénith et qui compte encore pour une énième édition vous servir comme cela se doit, mais surtout vous mettre en contact avec les événements ou encore les sujets qui gravitent autour du Cameroun et autour du monde. Commençons déjà par reconnaître que au service de la réanimation de l'hôpital militaire de Douala, fermé, la moitié du personnel sanitaire là-bas est en quarantaine. Qu'est-ce qui se passe réellement dans cette formation sanitaire? Une note également des conseillers du commerce extérieur de France qui date du 23 avril dernier fait état de ce qu'au Cameroun on aurait un peu plus de 350 personnes déjà mortes de Covid-19 alors que les chiffres encore du ministère de la Santé publique nous donnent des chiffres relativement réduits et on parlera bien évidemment de ces 135 milliards de dollars que vient d'octroyer le FMI au Cameroun et se poser la question quelle en sera véritablement la direction de ces 135 milliards de dollars. Madame, Monsieur, bienvenue à tous, bienvenue à vous. Activez ou encore actionnez vos téléphones pour qu'on puisse vraiment parler de tout cela. Vous le savez, vous allez interagir aux différents sujets qui seront évoqués sur ce plateau en ce jour. La grande famille est au complet. Bonbon Bengan, Karine Santia, Charles Batchou, y compris Dominique Audrey, à qui nous souhaitons la bienvenue. Bonbon Bengan, je commence par vous ce matin. Bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Ngachou Numba, bonjour à vos chers téléspectateurs. Ça commence, ça va même tarder. Peut-être c'est Covid-19 qui avait fait que les éclats de voix ne commencent pas à s'élever pour la gestion de certaines communes. Madame le maire de Ngok Mapoubi, c'est dans le département du Nyong-Ekele, a scellé les bureaux de Madame le receveur municipal et adressé une lettre au ministre des Finances pour des motifs tels que l'absentéisme, le trouble de l'organisation de la mairie, même de la gestion de la mairie. Parce que Madame le receveur municipal a été caractérisée par un absentéisme criard, mettant en mal le fonctionnement du maire. Il faudrait dire que la mairie de Ngok Mapoubi est contrôlée par le PCRN. Et qu'est-ce qu'il y a donc pu se passer entre les deux dames? On pourrait s'attendre à ce qu'aujourd'hui où les femmes parlent de la maîtrise, de l'autonomisation de la gestion, l'autonomisation dans les foyers, l'autonomisation partout. Pourquoi deux femmes ne peuvent-elles pas s'entendre, encore qu'elles sont presque de la même génération, pour gouverner le pays en harmonie, tout? C'est ça qui fait problème. Madame le receveur municipal est parti. Et là, Madame le maire également allait saisir le préfet et a adressé une lettre au ministère des Finances pour demander le remplacement de Madame le receveur municipal, alors que les élections étaient passées seulement hier. Qu'est-ce qui peut bien être fait? En tout cas, voilà les blocages qui commencent déjà. Mais en Ngok Mapoubi, c'est un dossier à suivre de plus près. Plus que jamais, Bonbon Bengan, c'est un dossier véritablement à suivre, Madame, Monsieur. Vous également qui nous regardez en Ngok Mapoubi ce matin, on va quand même reconnaître que l'acte peut être salutaire parce qu'en même temps, quand il y a vacances, bien évidemment, à la tête d'un poste comme celui-là, qui est plus que jamais important, on parle effectivement du poste du receveur municipal. Qui est parmi les principaux collaborateurs du maire. C'est ce maire. Et quand le maire constate effectivement son absence, trouve le moyen d'interpeller qui de droit, naturellement le préfet, et qui saisira par la suite le ministre des Finances afin de trouver à la tête, bien évidemment, de cette fonction un remplaçant à l'immédiat. Mais on se pose la question, où est bien évidemment passé le receveur de la commune de Ngok Mapoubi? La question, bien sûr, vous est posée. Certainement, un téléspectateur doit avoir la réponse. On attendra si jamais vous pouvez faire cette enquête pour nous. Charles Batchou, bienvenue à vous ce matin. Bonjour, monsieur Michel Ngachou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Le taux de létalité dû au coronavirus ou Covid-19 au Cameroun passe en l'espace de 2 jours, étrangement, de 1% à 4%. Que s'est-il passé, monsieur le ministre? Dites-nous, on veut bien savoir. On est passé de 2000 et poussières, 77 cas, à 2300 cas
On est à 108 morts aujourd'hui. Était-ce véritablement les vrais chiffres ou était-ce la réaction et la sortie du gouverneur et celui du rapport français qui font en sorte qu'on essaye d'aménager les chiffres? La question, on veut bien toujours la savoir. Mais plus que jamais quand même, Charles Amel Badjou, c'est une question qui intéresse les Camerounais et surtout, vous parlez du taux de létalité qui est passé de 2 à 4 de façon rapide quand même et le lien fait avec la sortie évidemment du gouverneur de la région du littoral. N'a-t-on pas là le droit de penser qu'il y a des choses qui se cacheraient? 46 morts supplémentaires à l'espace de 2 jours. C'est quand même étrange, vous aussi. Et les chiffres ont drastiquement changé. Drastiquement changé. On voudrait avoir la réalité. Ce qui est sûr, c'est qu'on peut totaliser. On sait qu'après le passage du coronavirus, il y aura beaucoup de deuils au Cameroun. On va organiser les deuils. Et à partir sur la base de ces deuils qu'on va organiser, parce que tous voudront pleurer véritablement à leur mort, l'enterrer, parce que là, on ne peut pas, on connaît là. Les chiffres seront connus. En tout cas, quand on saura également les différentes régions du Cameroun qui sont touchées et comment ces obsèques seront bien toutes les régions, organisées. On est à 121, puisque je suis cette actualité, on est à 121 cas enregistrés déjà pour l'Ouest seul. A suivi de l'Est. L'Est est en train de talonner l'Ouest rapidement. Donc, on est en train de suivre ces différents chiffres pour permettre aux Camerounais de connaître véritablement à quel niveau on se situe. L'Ouest est en train de véritablement forcer après le littoral, le centre. L'Ouest est en train de venir fort. Le littoral, va-t-on le dire, Charles Amel Badjou, reste encore l'épicentre de la maladie aujourd'hui, du Covid-19 au Cameroun. Karine Santia, bonjour à vous et bienvenue Karine. Bonjour aux téléspectateurs, bonjour aussi au président de la République qui a finalement trouvé, grâce à ses yeux, de décréter le port de Kribi comme port autonome au même titre que le port autonome de Douala. Est-ce trop tôt ou alors est-ce trop tard finalement? Comment est-ce que va se passer la construction de cet édifice? Question justement à, je sais pas combien, peut-être à 1000 francs, à 2000, à 10 000, peut-être on aura... Peut-être ça va être intégré dans la construction du nord-ouest et du sud-ouest. On verra cela, on verra ce à quoi ça va renvoyer quand on sait quand même qu'il y a 1 an, nous sommes sortis du grand dialogue national et qu'il fallait en même temps trouver des voies et des solutions pour pouvoir ramener une paix très attendue dans les régions du nord-ouest. Est-ce une solution? On attendra et on entendra certainement parler. Elle est avec nous ce matin, plaisir toujours renouvelé. Dominique Audrey Oyengelek, bonjour à vous et bienvenue Dominique. Bonjour Michel Gachou, bonjour aux téléspectateurs. Ce matin, j'ai une interrogation qui me taraude l'esprit depuis hier. Elle est adressée au ministère de l'administration territoriale. Depuis hier, au niveau de Deido, on a constaté qu'il y a des personnes qui se baladent en se présentant comme étant des employés, étant là sous le nom de la protection civile. Ils font une sorte d'interpellation aux populations sans préalablement se présenter. Et cela, lorsque vous n'avez pas entre guillemets un masque, ils essayent de vous racketter. Donc, ils n'ont pas de mandat ou bien pas de note qui leur permettent de descendre sur le terrain et de procéder à ces interpellations, ou auquel cas, bien vouloir nous informer qu'il y a des gens sur le terrain qui font effectivement ce travail-là. Parce que hier, on a frôlé des bagarres, on a frôlé des échanges qui n'étaient pas très bons. Donc voilà, ces personnes-là étaient vêtues de vêtements rouges et de bas qui ressemblaient à des tenues de pompiers. Donc il faisait nuit. C'était pas évident de les remarquer distinctement. Ouais. Et bien là également, on va reconnaître que c'est l'un des problèmes majeurs au Cameroun. L'un des problèmes majeurs au Cameroun est celui de la communication. On ne communique presque sur rien. On ne prévient presque sur rien. Aucune sensibilisation faite pour pouvoir dire aux Camerounais ce qui est susceptible d'être fait à un point précis de la ville. Et là également, on peut interpeller ce matin la responsabilité des élus locaux, qu'ils devraient également être plus que jamais informés, mais surtout rassurer les populations des différents mouvements qui doivent se faire dans chaque commune. En tout cas, on va scruter ces différents sujets avec vous, madame, monsieur. N'hésitez pas, dans un instant, Dominique Audrey reviendra avec l'histoire du jour. Laissez-nous vos commentaires et vos suggestions en tapant simplement
10-12, le Zénith pour ceux qui sont sur le réseau social Facebook ou encore en direct sur la page Equinox Télévision, étant donné que nous sommes en live sur cette page-là. Laissez-nous vos commentaires. Il y a également un contact téléphonique qui s'affichera au bas de l'écran. Vous allez bien sûr nous laisser vos nombreuses contributions à travers ces différents contacts. Allez, on se retourne vers vous, Dominique Audrey Oyengele. Question de mieux comprendre l'histoire que vous nous avez préparée ce jour. Qu'est-ce qui vous a été soumis à une véritable appréciation, Dominique? Jeannette, c'est Jeannette qui nous raconte son histoire ce matin. Elle est âgée de 35 ans. Elle vit depuis 15 ans déjà avec son homme et ceux-ci ont 5 enfants. Elle raconte que leur première fille est décédée il y a de cela 3 ans. Sa fille souffrait d'une leucémie et après un long traitement qui n'en finissait pas, sa fille a fini par rendre l'âme, malheureusement. Elle dit qu'elle a appelé sa mère à ce moment-là pour faire part de l'annonce du deuil à sa mère. Sa mère ne lui a rien dit. Après avoir raccroché, elle appelle sa soeur, sa petite soeur, et la mère appelle la soeur pour lui demander « Quand je vais arriver là-bas à Yaoundé, qu'est-ce que je vais manger chez ces gens-là » Parce que je connais bien le village de son mari. Eux, ils ne savent pas recevoir les gens. Elle a eu cette nouvelle de sa petite sœur et elle a maudit. 3 jours après la mort de sa fille, sa mère arrive en ville et elle dit qu'elle n'a pas perçu une sorte de douleur de la perte de sa petite fille. Elle n'a vu aucun sentiment transparaître de l'attitude de sa mère. Donc, elle est restée tranquille. Sa mère l'a fait asseoir et lui dit « Bon, tu vas dire à ton mari que s'il ne me donne pas 50 000, moi, je n'irai pas à l'enterrement de cet enfant. » Sa fille a été interloquée, elle a été très choquée par cette réaction de sa mère, mais elle a fait part de cela à son mari. Son mari, avec sa famille, se sont cotisés et on lui a donné 30 000 en la suppliant. La mère a effectué le déplacement. Donc, Jeannette aujourd'hui nous dit, 3 ans après la mort de sa fille, elle ne parle plus. Elle n'a plus jamais parlé à sa mère. Elle raconte que elle a vécu avec son père depuis qu'elle a 2 ans. Donc, lorsqu'elle a eu 2 ans, son père l'a récupérée. Et ce n'est que lorsqu'elle a eu plus de 10 ans qu'elle a fait connaissance avec sa mère. Lorsqu'elle est à l'enterrement de sa fille, durant l'enterrement au village, il y a une grand-mère, selon ce qu'elle dit, qui les a abordés et qui leur dit « La mort de ta fille, ta mère a quelque chose à voir là-dedans parce qu'elle est jalouse de toi, parce qu'elle n'a pas pu avoir de foyer, durer dans un mariage comme toi. » Donc, elle mentionne que sa mère n'a jamais pu faire 2 ans avec un homme. Elle est une femme assez instable et elle aimerait savoir est-ce que c'est la bonne solution que de couper complètement le contact avec sa mère, parce que jusqu'aujourd'hui, elle n'a jamais pu digérer que sa mère n'ait pas manifesté une sorte de sympathie par rapport à ce qu'elle traversait. Dominique Audrey Oyengele. Et un détail, s'il vous plaît, oui. Sa mère se plaignait aussi du fait qu'on ne lui ait rien donné pour la dot de sa fille. Elle mentionne que son mari a procédé à cette cérémonie-là chez son père, donc sa mère n'a jamais été au courant qu'on l'avait dotée. Très bien, on va déjà vous dire merci Dominique pour cette histoire du jour, mais surtout rappeler aux téléspectateurs qui détiennent avec eux des histoires au quotidien, qu'ils n'hésitent pas à nous les faire parvenir par les canaux qui sont bien connus et ensemble nous allons les analyser et les restituer à l'attention du reste du monde afin que des solutions vous soient données et vous permettre de mieux comprendre vos différentes situations. Bobo Bengan, vous êtes également avec nous ce matin sur le plateau pour mieux comprendre ce sujet et surtout mieux l'apprécier. Cette fille qui est en froid avec sa maman pour des raisons qu'elle dit bien, ne pas accepter quant au comportement de sa maman, la dot qui aurait été consommée à son insu parce qu'en fait la fille a été achetée chez son papa. Alors, quelle analyse vous faites bien évidemment de l'histoire de ce jour? La première observation, c'est que cette fille, elle ne comprend rien de ce qui se passe. Je dis bien, elle ne comprend rien et elle veut expliquer des choses qu'elle ne comprend pas. Au lieu de chercher à comprendre, je vais me limiter sur, j'allais dire, le côté qu'on considère comme paranormal. Allez dans tous les hôpitaux de l'Occident, France, Allemagne, États-Unis, tout ce que vous voulez. Cette affaire de leucémie, d'abord, on vous dira qu'on ne connaît même pas l'origine du cancer. C'est peut-être vrai. Pour le leucémie, il faut qu'ils viennent apprendre chez nous. Les premières causes de leucémie,
c'est ce qu'on appelle, ça fait partie de ce qu'on pourrait appeler les mythes congénitales. Mythes congénitales, pour beaucoup de cas, c'est l'inceste. Quand vous commettez l'inceste, vous faites des rapports intimes avec quelqu'un qui vous est proche, très proche, votre progéniture est exposée à ce genre de maladie, à ce type de maladie. Il y a un deuxième cas. Il y a des morts. Si vous le faites appeler les enfants, c'est ça? Oui, tragiques. D'accord. Oui, les émis, il y a des cas qu'on appelle des morts tragiques. Noyades, pendaison, fusillade, accident de circulation, un certain nombre de choses. Lorsque ce genre de mort arrive dans une famille, il faut tout faire pour arrêter ça. Parce que ça échappe au blanc. Vous allez me dire que ce n'est pas scientifique. Je vous dis oui. Mais lorsque vous êtes atteint d'hypertension artérielle ou de diabète, on cherche bien l'antériorité de ces maladies. On veut savoir si vos parents ont été, si vos grands-pères, est-ce qu'il y a des antériorités. Mais ça les dépasse. Parce que la science est encore, vous dites qu'on évolue, on n'évolue pas là-bas, on n'évolue pas, on régresse là-bas, ça les dépasse. Donc je pense donc qu'elle est ignorante, mais je ne lui reproche pas ce cas précis qui n'est pas donné à tout le monde. Peut-être Charles Lamel va apporter des problèmes beaucoup plus communs, mais puisque là c'est un cas de douleur, il faut bien qu'on explique aux gens qu'il y a des maladies. En Europe, on vous parlera de maladies rares, de maladies ci, maladies ça. Et dernièrement, vous avez vu quelqu'un qui vous a dit qu'il soigne même la drépanocytose. Voilà, mais là-bas, on dira, voilà. D'accord. Donc, voilà les cas. Ça veut dire que quand vous avez ce mythe congénital, même sa maman n'est pas stable dans son couple. Elle n'est pas stable. Mais quand vous faites l'analyse avec les yeux ordinaires, vous allez dire, maman ne m'aime pas. Maman n'est pas... Mais c'est des femmes. En réalité, c'est des familles, que ce soit, si elles regardent bien, même les frères de sa maman ont une instabilité sentimentale et sont également exposés à un type de maladie. C'est ce genre. Pour que vous compreniez, Bonbon Benga. Non, c'est pour dire quoi? L'instabilité et la leucémie, le lien, on a envie de comprendre. Oui, mais il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup. Il y a même des hémorroïdes qui proviennent à partir de là. Je veux dire, quand vous commettez un mythe congénital, quand vous êtes exposé à ça, c'est terrible. Vous ne savez pas ce que l'inceste peut produire sur 4-5 générations. Vous ne savez pas. Nous, on sait. Vous ne savez pas ce que les morts tragiques peuvent poser. J'ai dit à un ami en 2018, comment vous pouvez rentrer des funérailles et vous faites un accident? Ce n'est pas possible. Vous venez de faire des funérailles, vous faites un accident en retour. Comment? Donc, oui, le chauffeur, j'ai dit, ah d'accord. Oui, allez-y. Vous ne pouvez pas. Ça veut dire qu'en fait, vous n'avez pas bien préparé les funérailles, vous ne les avez pas bien. Mais scientifiquement, vous allez me dire, bon, quel est le thermomètre? Vous jugez comment? Je ne vous dirai pas. Donc, ici, la fille, je la comprends, elle ne maîtrise rien. Elle n'observe même pas, elle ne sait même pas observer l'état d'esprit de sa maman pendant un moment. Donc, elle a orienté tout vers elle. Maman affiche un type de comportement à mon égard. Maman est même comment? Est-ce que maman n'est pas malade elle-même? Voilà les questions fondamentales qu'elle n'est pas posée. Moi, je me suis resté là au niveau de ce qui paraît comme phénomène paranormal. Non, donc vous restez à ce niveau. Voilà, je conseille aux enfants, restez calmes. Vous pouvez être irrité, mais restez calme. Procédez par l'observation avant d'arriver aux hypothèses d'interprétation. Croyez sûr que vous avez bien observé ce qui se passe autour de vous. D'accord. Et là, on le dit très bien, vous restez au niveau du paranormal, entre guillemets. Mais je me retourne vers vous, Karine Santia. Allez ne pas avoir un choc lorsque vous perdez votre petit enfant et que pendant l'enterrement, quand on se rapproche de la maman qui a perdu l'enfant et lui fait savoir que votre grand-mère n'a pas
enfin la grande mère de l'enfant n'a pas toujours été stable dans son foyer, elle en sait quelque chose et que la mère vous impose à vous, beaux garçons ou beaux fils, autant pour moi, un montant pour aller enterrer l'enfant. Alors, bon, on le disait à l'instant, il faut peut-être voir l'antériorité de la mère. Est-ce que la fille aujourd'hui, qui ne comprend peut-être rien à rien, comme on le dit très bien, qu'est-ce qu'on peut faire pour la sauver et la ramener effectivement à la réalité qui lui permettra de mieux cerner le problème et peut-être de trouver une solution avec sa maman? Qu'elle parle avec sa maman, si c'est ça qu'il faut. Voilà. C'est sa mère. C'est vrai qu'elle nous raconte quand même qu'elle n'a pas de véritable relation avec sa mère parce que sa mère ne l'a pas élevée. Vous voyez, et elle est plus proche de son papa que de sa maman. Ça peut aussi expliquer le fait que la maman s'est sentie un peu rejetée ou encore abandonnée dans l'éducation de sa fille. Mais ce qui aussi peut être explicable, généralement lorsque dans nos familles on voit que quelqu'un n'est pas apte à pouvoir éduquer un enfant, on le reprend. Hein. On le reprend. L'histoire de ce matin quand même nous parle de douleur et nous n'avons pas la même manière d'exprimer les douleurs. Il y a des gens qui, dans certaines douleurs, préfèrent rester silencieux. C'est-à-dire qu'il fait comme s'il n'y a rien, mais il se meurt à l'intérieur. Il ne va pas pleurer, vous n'allez pas voir sa face. Il sera peut-être même gai, mais il se meurt à l'intérieur parce qu'il a mal. Maintenant, il y a des gens qui vont crier, tempêter, casser les choses et qui, au fond, ne pensent pas leurs sentiments. Vous voyez un peu. Et maintenant, il y a des gens qui pleurent normalement, qui c'est naturel parce que la douleur est là et tout. Par rapport à l'histoire de ce matin quand même, je vais dire que il y a un ensemble d'interprétations que la fille fait par rapport à sa maman qui mérite d'être bien comprise. Et ce n'est qu'en parlant avec sa mère qu'elle pourra comprendre. L'histoire que cette maman lui dit que ta mère est jalouse de toi, ça c'est pour semer davantage la zizanie. Je le dis pourquoi? Je le dis parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont ce qu'on appelle le troisième œil ou quatre yeux, si vous voulez, et qui peuvent vous rencontrer quelque part et vous expliquent des choses sur votre vie que vous trouvez parfois normales. Mais il y a des gens qui peuvent jouer sur vos sentiments, c'est-à-dire vous arrivez quelque part, ils voient que parmi vous tous, comme c'était un deuil, ils voient que parmi vous tous, la maman ne pleure pas, elle est un peu plus sèche et plus rêche que les autres, elle se dit certainement c'est cette maman. C'est l'interprétation que les gens font. Parfois, quand vous n'êtes pas trop touché par une douleur, on se dit que c'est vous qui êtes à l'origine de la douleur et du coup, il faut raconter du n'importe quoi et on se retrouve à ce qu'une femme reste 2 ans sans parler à sa maman juste parce qu'elle a entendu une histoire. C'est vrai que tout le monde aimerait voir que les autres autour d'elle sont touchés par sa douleur. C'est vrai. C'est normal et c'est même naturel de penser à ça. Et puis le deuil, le fait que sa fille ait souffert de leucémie, ça veut dire que pendant la maladie, les gens ont beaucoup pleuré. Du coup, quand parfois quelqu'un qui meurt de leucémie meurt, on se dit, elle se repose, enfin, elle est partie, elle ne va plus souffrir parce que ça fait mal. Ces gens ressentent souvent des douleurs partout, à tout moment. Parfois, vous n'arrivez même pas à dormir. Vous voyez quelqu'un de personne claire naturellement à quelqu'un de complètement noir justement à cause de la leucémie. Il y a des patients qui décèdent de leucémie et que c'est à la mort qu'on dit à la famille qu'en fait votre fille est atteinte de leucémie. Mais concrètement, donc, Karine Sotia, par rapport à l'histoire du jour il ce faut matin, justement le lien entre la mère et la fille. Comment réparer justement la liaison maman et fille? Maman je l'ai dit, monsieur Ngachou. Oui. Je l'ai dit, il faut un dialogue d'abord entre les deux. Parce que si ces deux ne se disent pas les choses, c'est une mère et sa fille qui n'ont pas de relation de mère-fille à la base. Qui n'ont pas de relation de mère-fille. Mais quand on ils a se fait connaissent. 10, 15, 20, 30 ans sans parler à sa fille, véritablement, est-ce que du jour au lendemain, on peut coller rapidement les morceaux comme ça? Ce n'est pas les morceaux qu'il faut coller, il faut d'abord qu'on retrouve les morceaux. Il faut d'abord retrouver les morceaux. Donc, il faut recommencer à établir une relation entre la mère et la fille. Raison pour laquelle je dis, quand c'est vous qui ressentez un problème par rapport à une situation, parfois, faites l'effort d'être le premier à vous rapprocher de la personne pour savoir de quoi il est question. Et c'est ta mère, il n'y a pas une autre manière pour elle d'être ta mère. Elle est ta mère naturellement. Qu'elle t'ait élevée ou pas. Mais la réalité, c'est qu'il y a un problème qui vous fait penser que votre mère est à l'origine. Elle nous explique l'histoire aujourd'hui. Ce n'est pas parce que sa mère n'a pas ressenti de sentiments. Hein. C'est parce qu'elle pense que sa mère peut être à l'origine de la mort de sa fille. Donc, il faut bien qu'elle se parle. Et là, il faudra aussi qu'à un moment donné, le beau-fils soit là pour savoir vraiment de quoi il est question. Parce que c'est un problème qui est grave et il ne faudrait pas qu'un jour sa mère, en partant de ce monde, parte avec une douleur. Très bien. Charles-Amène Bachou, l'histoire de ce matin, l'histoire du jour, vous la comprenez, vous la saisissez, vous l'analysez à votre façon. Qu'est-ce qu'on a à retenir? Alors, je vais aller à la suite de Mbombok pour dire que ce que la science ne parvient pas à expliquer,
trouve ses origines parfois dans la tradition. Il y a quelque temps, je pense que c'était au mois de novembre-décembre, nous sommes allés à l'enterrement d'un fils, d'un opérateur, appelons comme ça, d'un opérateur économique qui venait de succéder à son père et qui est décédé. Bon, c'était du côté d'Undé qui est décédé. Lui aussi, on a dit, lorsque l'orateur a pris la parole, il a dit, le fils a pris la chaise de son père qui était en fait son grand-père. Celui qui a des oreilles pour comprendre, peut comprendre ce que j'ai voulu dire. Je parle là vraiment, vous comprenez. La génération des riches occidentalisés et hybrides a entraîné des jeunes qui couchent avec leur maman, des jeunes qui couchent avec leurs filles. J'ai habité dans un quartier où j'ai eu la chance d'avoir de nombreux ministres qui habitaient tout autour et qui retenaient dans leur maison des enfants, leurs enfants qu'ils avaient enchaînés. Bon, on disait au quartier c'était des enfants mongols, entre guillemets, mais des personnes qui couchaient leurs filles et qui faisaient des enfants à leurs filles. Il y en a plein. Même à Bepanda, Tonnerre, Bepanda, on en trouve des gens qui couchent et qui font des enfants à leurs filles avec la complicité de leurs femmes. Je pèse mes mots, je parle à l'antenne, je pèse mes mots. Donc, quand je vous ai expliqué, ça reste secret et demain l'enfant se retrouve à aller faire des enfants. Cet enfant-là n'a pas de place, cet enfant-là n'a pas de vie, cet enfant-là n'est pas comptabilisé. Ça se sait, mais ça ferme. C'est comme ça dans beaucoup de traditions. On le sait et on n'en parle pas. Alors, je vais sauter là pour ne pas... Je suis... Il y a ce qu'on appelle... On a besoin de comprendre. On a besoin de comprendre le lien qui est entre l'histoire, justement. Non, on va commencer. Et l'anecdote, c'était pas l'anecdote. C'est-à-dire que quand vous nous ramenez, justement, dans cette sphère-là, et qu'on fasse le lien avec l'histoire du jour, on a un peu peur quand même. C'est justement ce que je voulais éviter. Non, donc, on va commencer par là. Oui. Bon, on va commencer par là. Il a bien présenté le fond. Je le suis en présentant les maladies rares, justement, qu'on rencontre dans beaucoup de familles. Donc, il faut aller interroger, comme l'a dit Mbombok, ses profondeurs, pour ne pas se rassurer qu'il y a eu des problèmes depuis le ventre de maman. Hein. L'antériorité. Oui, l'antériorité, ça peut être du ventre de maman, il faut aller interroger. C'est vrai qu'aujourd'hui, la science est venue nous dire qu'il faut étudier AA, AS, SS, il faut aller faire des études. Mais nous, on avait une façon de le faire. Parce que quand on venait, il y avait ce qu'on appelait l'enquête de moralité. Est-ce que la famille, là, on ne tombe pas trop malade? Est-ce que dans la famille, là, on ne meurt pas trop? Le dernier grand-père, là, il a quel âge? On cherche à voir. C'est des enquêtes. Vous ne vous rendez pas que vous êtes dans le film. On dit que sa grand-mère, elle avait quel âge? On dit elle est décédée dans les 90 ans. On dit oui, quand même. Ils mettent un peu non. Le père a quel âge? Donc on interroge pour savoir, est-ce qu'on réussit beaucoup dans cette famille? On pose toutes les questions avant d'envoyer une fille en mariage. Avant d'envoyer une fille en mariage. L'autre acte qu'elle a posé, et qui est très important, c'est le fait que on a mangé la dot sans partager. Ça veut dire que le ventre du père se prépare à exploser. Mais comme le père est suffisamment fort, c'est sur les enfants, les petits-fils. Parce que les petits-fils n'appartiennent pas au père et à la mère, ils appartiennent à la famille maternelle, à la grand-mère. C'est le fils, les petits-fils. Il faut comprendre. Il y a trop de subtilité. C'est-à-dire les enfants que vous, Michel Ngachou, vous faites, ce ne sont pas vos enfants, c'est les enfants de votre maman. C'est les enfants de votre maman dans ce sens qu'ils ont plus de valeur aux yeux de leur grand-mère qu'à vos propres yeux, dont les premiers à pleurer, c'est les grand-mères. Il y a donc traditionnellement ce qu'on appelle le paquet de la grand-mère. C'est obligatoire. Dans la dot. Non. Dans la cérémonie. Non, dans le rituel de l'enterrement, oui. Ah, très bien. Il y a le paquet de la grand-mère. Ouais. La grand-mère ne travaille plus. La grand-mère ne sort plus. Comment la grand-mère va pleurer avec sa canne? Puisque quand vous regardez le principe, le grand-père porte le poids. Je vous explique pour que vous compreniez. Le grand-père porte le poids. La canne du grand-père est retournée. Il porte le poids. La canne de la grand-mère, c'est un bâton. Elle tire le poids. Vous voyez, la mère, elle tire son corps. Elle marche, elle tire. Je vous explique pourquoi vous comprenez. Traditionnellement, on dit, comme je ne peux la grand-mère, au lieu de tirer son poids, il faut qu'elle tire, tout se converge vers elle. On donne le paquet de la grand-mère. Chez nous, il y a une rivière qu'on appelle Mbakmbang.
Bagman qui veut dire le paquet. Le paquet. Vous ne pouvez pas traverser cette rivière sans jeter. Donc, voilà, si vous n'avez plus de grand-mère et vous avez des choses à faire en traversant cette rivière pour aller vous jeter le paquet, c'est ce qui est considéré comme le paquet de la grand-mère. Ce que la mère de cette fille a réclamé n'est que son dû. C'est son dû. Ce qu'elle a demandé comme 50 000, c'est son dû. C'est ce qu'on doit lui donner. Ce n'est pas pour aller à l'enterrer, c'est son paquet. Il y a le paquet qu'on donne au grand-père, le paquet qu'on donne à la grand-mère. C'est du ressort du mari. C'est la dot, cette dot qui ne finit pas. Maintenant, la mère a posé. Ça peut être la colère maintenant. Ou toute la famille de la fille assise, chacun tape le pied. Qui a mangé là sur Dominique Audrey? Dominique Audrey devient belle comme ça. C'est l'argent qu'on a mangé toujours sur elle. On tape. Vous ne vous rendez pas compte. Ces paroles qu'on prononce, au commencement était le verbe, ça joue et sur la grossesse et sur vous. Donc voilà, elle s'est retrouvée engluée parce qu'on a décidé des choses sans associer toutes les composantes. Et dans les familles, il y a des champions qui mangent l'argent de la dot seuls. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais le ventre, ça va agir. Non, on dit le ventre explose. Ce n'est pas deux choses. Très Quand bien. vous voyez le ventre gonfler, ça veut toutes les maladies du ventre. Ne vous dérangez pas, c'est ça le processus de la dot. Dominique Audrey au Yengelek ce matin, au-delà de l'histoire, certainement, les téléspectateurs qui vous les envoient, j'imagine justement le sentiment que vous avez quand vous les recevez. Alors, celle de ce matin, quelle analyse vous en faites et qu'est-ce que vous préconisez? Vous préconiserez justement à la fille comme attitude? Si on s'en tient au raisonnement de M. Mbachou, ça veut dire qu'il y a des risques que tout le reste de ses enfants meurent aussi parce que le reste de la famille ou bien sa mère n'est pas contente, parce que les gens auront tapé les pieds et ainsi de suite et autres. Comment une grand-mère peut avoir son petit-fils qu'on va mettre en terre et exige d'abord d'avoir de l'argent? Pourquoi je ne vais pas dire pourquoi les vieux, mais pourquoi cette maman met l'argent en avant? On aurait même pu lui donner 100 000, mais qu'est-ce que ça allait changer dans sa vie? Honnêtement, comment vous pouvez regarder votre fille qui est en train de pleurer son enfant et vous lui dites, si je ne me donne pas l'argent, je ne bouge pas? Honnêtement, moi, je n'aurais pas donné. Elle serait rentrée au village. Vous avez déjà vu comment on enterre un petit-fils? Peut-être Le non. premier petit-fils qui décède? Non. Peut-être parce que chez nous, ça n'est pas encore... Peut-être parce que chez nous, c'est pas arrivé. Elle serait certainement rentrée et on aurait vu comment on aurait pu arranger ça. Parce que la douleur de Jeannette aujourd'hui est plus grande. Elle perd d'abord son enfant et maintenant elle se rend compte qu'elle n'a jamais eu de mère. Elle n'en a jamais eu. Comment se fait-il que votre petit-fils soit interné dans un hôpital pour une maladie aussi grave et vous ne soyez même pas au chevet de votre fille? Ça veut dire quoi? On a accouché un enfant, comme c'est une fille, on sait qu'on va doter, c'est un investissement. Pourquoi elle ne s'est pas interrogée du fait qu'on ne soit venu la doter sans que sa mère ne soit là ou un membre de sa famille maternelle ne soit là? Qu'est-ce qu'elle en sait? Donc les enfants ont le droit de parler, hein, désormais. Les enfants ont le droit de demander, papa, pourquoi on me dote sans que ma mère ne soit là? C'est autorisé cette fois-ci? Oui, vous voyez que derrière. Quand ça vous Non, arrange que c'est bon qu'on doit faire comme ça. Non, madame. Cette mère, si elle meurt aujourd'hui, elle mourra avec la colère de son enfant sur elle. Mais il ne faudrait pas que Jeannette soit comme ça. Moi, je ne vais pas dire à Jeannette d'aller voir sa mère aujourd'hui parce que quand on est sincère et honnête, on ne va pas vers les gens quand on a encore de la colère envers eux. Il faudrait que sa colère passe d'abord. Lorsqu'elle sera apaisée, lorsqu'elle aura pu digérer l'abandon, le double abandon de sa mère, parce que sa mère l'a laissée alors qu'elle avait 2 ans aux soins de son père qui est décédé aujourd'hui, et elle a encore abandonné lorsqu'elle avait besoin d'elle avec son enfant qui mourait. Donc, lorsqu'elle sera calmée, lorsqu'elle pourra, qu'elle retourne voir sa mère et qu'elle dise à sa mère, tu m'as déçu. Qu'elle regarde sa mère dans les yeux et qu'elle lui dise que tu m'as doublement déçu. Je m'attendais à avoir une mère. J'ai grandi sans l'amour d'une mère, sans pouvoir me confier à une mère, parce qu'on sait comment les pères, ça se comporte. Il y a des choses qu'on dit pas à son père. Sa mère n'était pas là. Son enfant est mort aujourd'hui. Elle aurait eu besoin du soutien de sa mère, l'encadrement de sa mère. Sa mère n'était pas là. Mais tout ce qu'elle a fait, c'est venir demander de l'argent. Vous ne laissez pas passer, pourquoi? C'est venir demander de l'argent. Donc, lorsque Jeannette sera prête, qu'elle fasse comme Karine a dit, qu'elle se rapproche de sa mère, mais qu'elle ne le fasse pas alors qu'elle n'est pas encore prête à gérer cette situation. Il y a des maladies il y a des maladies incurables. Lorsque vous décidez de maladies incurables, c'est la famille de la famille de la maman, la famille maternelle qui s'assied. Il y a un rituel qu'on fait pour couper définitivement. Moi, j'ai perdu mon arrière-grand-mère, elle était albinos.
elle avait le cancer de la joue. On l'appelait Mamie Yang, elle avait le cancer. On a coupé ça, monsieur Michel Ngachou. Jusqu'aujourd'hui, on n'a plus de cancer dans notre famille. Ça ne joue pas. Je le dis aujourd'hui, on ne joue pas. Comment on va dire que demander l'argent? L'argent, c'est pourquoi? 30 000 représente quoi? C'est pour les frais de voyage. Mais c'est ce que vous voulez pour se déplacer. Non, mais non, c'est vous qui croyez que c'est pour se déplacer. Elle a exigé. Et ce n'est pas encouragé. On ne peut pas dire aux parents aujourd'hui, vos enfants ont une situation parce que vous n'avez pas mangé à la zone. Exiger. Non, ce n'est pas normal. On s'est compris. Ce n'est pas normal. Bon, Bengal, rapidement, et on passe à la colère. Oui, deux petites choses. Prenez le cas de Madame Bettencourt en France avec sa fille. C'est pour vous montrer, on le disait encore hier, que la civilisation occidentale oppose les enfants aux parents. C'est-à-dire, vous êtes là, vous êtes unique. Votre maman est vieille, 180 ans, elle va partir bientôt. Mais vous pouvez quand même lui porter plainte parce qu'elle ne vous a pas donné l'essentiel des trucs que papa a laissé. Vous trouvez ça normal? Là-bas, c'est bon. Deuxième chose, on m'a appelé il y a 4-5 ans. Il y a une fille qui présentait un doctorat en anthropologie à l'université de Tchang. Il parlait de veuvage. Mais le drame, c'est dit, le mariage est une institution divine. Lorsque une femme perd son mari, le mariage finit, elle peut... Et il y a ces femmes qui font des rides véritablement du matérialisme. Bon, j'ai dit d'accord. Prenons le cas, ça veut dire, vous dites, quand on traite les veuves, tous les veuves, on les traite de la même manière. Il dit non, vraiment, comment ça, à relever certaines choses qui pour elles ne sont pas bien. Je lui ai dit, madame, vous avez donc manqué quelque chose dans votre thèse de doctorat. Le mariage, institution divine, mais qu'est-ce que Dieu a mis donc dans le mariage? Elle n'a pas pu me répondre. Donc, comment le mariage doit se dérouler et comment le mariage prend fin en cas de décès de l'un des époux. Donc ici, et puis ce n'est pas ça. C'est la même chose avec la dot. La dot est symbolique. Vous pensez que c'est les 50 000 là qui représentaient. Voilà donc comment, lorsqu'on apprécie mal les situations, vous allez elle-même, elle risque d'attraper le cancer après. Sa mère aussi mourra. Mais vous entendez je vous dis, à ce moment, Karine a dit quelque chose à l'entame, qu'elle ne se pose pas, qu'elle cherche les voies et moyens pour... Et vous savez bien que certains grands-mères, quand vous venez leur présenter leur petit-fils, vous venez avec un présent. Oui. Et ces présents sont... Pourtant, c'est vous qui avez accouché. Arrière, petit-fils, c'est encore, nous on l'appelle un dandy. Il ne regarde même pas. C'est-à-dire, vous l'amenez à la maison où elle est, on est obligé de la cacher. D'abord, vous ne l'amenez pas là-bas. Merci, Bobo Benga. Il y a ces choses... Merci vraiment. On va poursuivre avec le débat pendant l'émission. On va vous donner également l'occasion, madame, monsieur, vous qui nous regardez ce matin, de nous donner vos avis sur cette histoire du jour. Qu'est-ce que vous conseillerez à la fille ou encore comment réparer le gap ou le manquement qu'il y a entre la mère et la fille? Est-ce que la fille ne comprend pas réellement cette tradition? Est-ce qu'on serait dans un logiciel très occidentalisé? En tout cas, vos commentaires sont attendus sur 10-12 le Zénith, y compris Equinox Télévision. Allez bien sûr nous les laisser ou encore au bas, au numéro qui va s'afficher au bas de l'écran pendant l'émission. Tout de suite, madame, monsieur, la colère du jour avec Charles Mbachou. Je m'interroge ce jour sur la question de la gestion du laboratoire national de contrôle de qualité des médicaments et d'expertise dans ce pays, l'ANACOM. Le laboratoire l'ANACOM. Pourquoi a-t-on fermé l'Office national pharmaceutique du Cameroun, ONAFAM, un organisme qui se portait plus que trop bien? On a préféré le fermer pour faire donner naissance au laboratoire l'ANACOM. Peut-on à ce jour dire au vu du constat en la matière et avec conviction que le l'ANACOM assure encore le contrôle de la qualité des médicaments et des autres produits de santé tels que définis par la législation et la réglementation en vigueur? Peut-on dire avec précision qu'il assure encore
le contrôle de la qualité des produits de consommation courante dans le strict laboratoire ou le strict respect de l'impératif de la santé publique? Peut-on encore dire qu'il respecte son cahier de charges dont la substance porte sur le contrôle de qualité, portant sur les analyses pharmaceutiques, le contrôle de la qualité, l'analyse de l'eau et des boissons hygiéniques, l'analyse des produits cosmétiques, l'analyse des drogues et des pesticides? Point d'interrogation. Peut-on dire qu'avec la réorganisation du 14 décembre 2018 par le chef de l'État, le LANACOM a à ce jour effectué des études, analyses et essais en vue de promouvoir des médicaments et des produits à usage thérapeutique? Autre point d'interrogation. Quelle est la relation étroite qui existe entre le laboratoire, l'ANACOM, et le ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation? J'ai bien peur de dire que tout ce qui est vendu se vend en termes de vente, parce que la réalité sur le terrain est tout autre chose. De tout le job description de l'ANACOM, il n'y a qu'un seul cahier de charge, un seul cahier, un seul thème, une seule thématique qui est respectée de tout cet ensemble. D'ailleurs, quel est le rôle du ministère de la Santé qui se trouve être en même temps le PCA de l'ANACOM? Comment comprendre qu'avec un tel cahier de charge, ce laboratoire chargé d'assurer cette fonction soit confronté au manque de ressources financières et d'un personnel qualifié? Savez-vous que l'ANACOM occupe de très vieux bâtiments de configuration assez modeste qui ne reçoivent que très rarement des couches de peinture? Si de l'extérieur tout est vieux, n'essayez même pas d'entrer au sein du laboratoire, vous allez vous rendre compte que les appareils qu'on utilise là-bas remontent encore à longtemps, malgré ce coup de peinture neuf qu'on a essayé d'apporter avec des machines, avait-on dit, de dernière génération. On nous a répondu du côté de l'ANACOM qu'on ne peut pas tout changer en un jour. Les changements se feront de manière progressive, pendant qu'à côté de nous, la science, elle évolue de manière rapide. Comment comprendre qu'au vu des défis qui sont les siens, le LANACOM agonise dessus d'un manque criant de moyens financiers pour fonctionner, un plateau technique obsolète, une ressource humaine complètement vieillissante, mourante et retraitée, constituée d'une vingtaine d'employés comprenant des pharmaciens, des analystes et des techniciens sans personnel qualifié et recyclé? Comment comprendre que le LANACOM ne soit jamais présent pour des expertises lors de la saisie des produits de contrebande aux frontières? Par exemple, arrêter de la drogue, arrêter des médicaments qui rentrent au Cameroun, le laboratoire devait être sur le terrain avec nos agents douaniers pour effectuer des prélèvements pour études. Sont-ils sur le terrain? Point d'interrogation. Le LANACOM souffre de plusieurs maux, parmi lesquels multiples aérés de salaire, gestion opaque et chaotique de cette structure. Comment comprendre que toutes les firmes pharmaceutiques étrangères qui entrent en affaires au Cameroun et proposent leurs produits ne passent plus au LANACOM, qui est pourtant chargé du contrôle et l'analyse de tous les produits pharmaceutiques venus de l'intérieur comme de l'extérieur? Ces firmes, lorsqu'elles arrivent, disent que le LANACOM n'a pas de niveau pour évaluer leurs produits. Directement, on injecte sur le marché. Quel est donc le rôle de l'ANACOM? Quelle est la mafia qui se trame entre les vendeurs à la sauvette, les firmes pharmaceutiques sous le dos de l'ANACOM, avec cette affaire de médicaments douteux nocifs, longtemps décriés par les médias? Comment comprendre tous ces morts au Cameroun à cause des antipaludéens et médicaments contrefaits? Pourtant, il existe dans ce pays un laboratoire spécifique qui reçoit des financements. Le laboratoire national de contrôle de qualité des médicaments et d'expertise au Cameroun. La poudre de perlimpinpin, c'est la seule chose qu'on connaît vendre dans ce pays. La colère de Charles Amel Mbathiou ce matin, madame, monsieur, vous l'aviez compris, vous l'aviez écouté, vous avez saisi la quintessence. Et là encore, on parle de l'ANACOM et qui aujourd'hui connaît des troubles en son sein.
plus que jamais des interrogations sont perceptibles et il faut en savoir un peu plus. Plus que jamais on se demande où on va avec le contrôle et surtout l'expertise en ce qui concerne les médicaments que nous consommons au quotidien. Plus que jamais nous jetons notre dévolu ce matin sur la qualité même des médicaments que nous achetons dans nos pharmacies. Plus que jamais on a le droit aussi de se demander en qualité et bien sûr en matière de dosage, est-ce que ces pharmacies ou encore le laboratoire qui est susceptible de travailler autour de ce contrôle fera un travail de qualité? Plus que jamais, on a peur. Et plus que jamais, on le dira encore. Peut-être Equinox Télévision a dit des choses qui ne marchent pas. Comment ne pas dire ce qui ne marche pas pour sensibiliser davantage les Camerounais? Charles Amel Mbachou nous l'a très bien fait savoir ce matin. Je commence par vous, Mbombo Bengan. Plus que grave quand même, lorsqu'on écoute les propos et surtout l'analyse, le regard de la colère que Charles Amel Mbachou nous renvoie ce matin. Oui, je suis tout à fait d'accord avec lui. Mais le problème, c'est le propriétaire de l'entreprise. Il vous a... L'entreprise nationale Charles ou l'entreprise Amel nous a dit tel laboratoire a été, j'allais dire, fermé pour créer... L'ONAFAM. Voilà, l'ONAFAM. Voilà. C'est ça le problème. Quelles sont les erreurs commises quand l'ONAFAM emmenait pour venir les corriger avec la création de l'ANACOM? Quand vous regardez même le décret, le dernier décret 2018, bar 764 du 11 décembre 2018, il donne un certain nombre de choses. Je l'ai bien dit, il s'occupe seulement d'une seule chose. Bon, dernièrement, lorsque Madeleine Tuenti a dit qu'il fallait fabriquer de la chloroquine, bon, l'ANACOM a quand même détecté la chloroquine de fabrication hasardeuse ou de contrefaçon. Et je pense qu'on a enlevé ça du circuit. Ça, c'est une très bonne chose que l'ANACOM a fait. Mais il faut aller au-delà. Il faut faire des études. Mais sauf que le décret la plombe même. Je suis sûr que le signataire du décret savait lui-même que cette structure n'allait pas bien se déployer. Parce qu'il dit, l'ANACOM peut avoir des démembrements en tant que de besoin. Mais entre nous, il faut quand même... Vous créez un laboratoire qui vous dit il peut faire des analyses, des recherches et tout sur tout ce qui porte à la thérapie, donc à notre santé. Vous dites que bon, quand ça lui plaira, il pourra se démembrer. Attendez quand même, ça paraît curieux. Ça paraît curieux au lieu que le décret institue, par exemple, là où il y a les entrées, les aéroports, les ports, c'est-à-dire que dans ces villes-là, on crée très vite les démembrements de l'ANACOM avec un personnel, le matériel approprié, un plateau technique approprié. Mais vous dites donc on a créé une structure, on ne lui donne pas les moyens de se déployer et on lui affecte des salariés qui auront sûrement du mal à boucler leur fin de mois. C'est pas normal. Moi, j'accuse le propriétaire, donc le chef de l'État. C'est lui qui a signé ce décret. Très bien. En 5 minutes, rapidement, on va vider ce sujet. On va dire 5 à 7 minutes pour bien le comprendre. Je vais me retourner rapidement vers vous, Dominique Audrey Oyengelek, pour entendre parole bien précis, comme on le fait. Alors, vous avez écouté également la collègue Charles Amel ce matin. Est-ce qu'en l'écoutant, en observant ce qui se passe très souvent dans les pharmacies aujourd'hui, vous n'avez même pas vous-même peur d'acheter les comprimés camerounais? Ça, c'est pour ceux qui vont dans les pharmacies. Mais si on est vraiment honnête, on se dira qu'on a rarement des gens qui vont dans les pharmacies parce que juste dans nos différents coins de rue, on a ce qu'on appelle affectueusement les docteurs qui nous font des compositions. On va dans des marchés où ils sont bien installés pour ravitailler même les pharmacies dont vous parlez et les autres consommateurs. Moi, je vais aller dans les marchés parce que je crois que l'ANACOM, si je ne me trompe pas aussi, a un rôle à jouer là-bas. Nous sommes déjà quasiment à la saison des prunes et bientôt on va commencer à manger le plantain avec les prunes. Mais sauf que dans nos marchés, les commerçants de plantain utilisent de l'éthylène pour faire mûrir rapidement ces plantains-là. Oui. Depuis 2013, le gouvernement a procédé à des interdits. L'interdiction notamment d'utiliser ces produits-là
pour faire mûrir le plantain. Mais sauf que malheureusement, ça perdure dans les marchés et on s'est arrêté simplement à des interdits sur papier. Sur le terrain, on ne les voit pas. Mais ce plantain-là continue de se voir avec des conséquences notamment sur la santé parce que les Camerounais ne le savent peut-être pas. Consommer ce genre de plantain vous expose à certains risques de cancer du sang. Le laboratoire d'analyse des denrées alimentaires. C'est ici en Bopé. Oh, c'est la première fois que j'en entends parler. C'est sur le marché même. Le laboratoire d'analyse des denrées alimentaires. Ça n'a jamais fonctionné. Mais ça existe. On a décaissé 13 milliards pour cela. Non, c'est ici en Bopé. Voilà. Là, vous voyez. En allant vers le camp Friperie. Très bien. Un autre gouffre à sous, malheureusement. À côté de ça, on sait qu'aujourd'hui, le paludisme est notre partage. Donc, beaucoup plus, on souffre de ça et le marché des antipaludéens est grandissant. L'ANACOM, malheureusement, multiplie les séminaires, multiplie les concertations avec... J'ai même lu un article où il parlait de se concerter avec les personnes qui font des tradis praticiens parce qu'ils font des médicaments qui peuvent tuer, ils ne maîtrisent pas le dosage, mais ils se sont arrêtés là. On ne les voit nulle part sur le terrain. Il faudrait que soit on va prendre en compte cette partie de la médecine qui utilise les plantes pour pouvoir venir à bout des antipaludéens qui sont nocifs parce qu'à force de consommer des mauvais produits contre le palu, on renforce les parasites et on refait encore plus la maladie. Donc l'ANACOM, c'est un bon truc, c'est une bonne chose en soi, mais il faudrait que ce pourquoi c'est sur le terrain, ça soit effectif, que ce soit sur le plan cosmétique, que ce soit sur le plan alimentaire et même sur le plan de la santé, il faut qu'ils justifient leur salaire. Merci. Allez, juste à votre suite, Dominique Audrey, on vous a très bien suivi sur ce point de vue-là. Karine Sontia, récemment, on a vu le ministre de la Santé, le docteur Manoda Malachi, sur le terrain, où il allait en guerre contre les vendeurs de médicaments de rue. Est-ce que le problème, est-ce que de façon fondamentale, la bonne question, la bonne orientation pour la vraie santé des Camerounais, parce qu'on ne dit pas que ce combat est nul, il ne faudrait pas aller revoir effectivement ce qui se passe au niveau de la NACOM, où il devrait interpeller certainement son homologue du ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation pour asseoir une santé de qualité pour les Camerounais à travers les produits qu'ils consomment au quotidien. S'ils veulent faire leur travail, qu'ils fassent. Ce que je sais, c'est que l'ANACOM, c'est un organisme d'alerte. Parce que depuis le début même du coronavirus, ils ont lancé juste une alerte à la circulation de fausses chloroquines. 210 cartons ont été interceptés dans la région de la Damawa, et même pas par l'ANACOM, mais par Alcomi, une organisation qui fait dans la lutte contre les commerces illicites. Donc, ce n'était pas l'ANACOM qui a fait ce constat-là. Et l'ANACOM pouvait fonctionner normalement parce qu'on sait que pour faire des combats comme ceux-ci qui se font pratiquement au niveau des frontières, parce que c'est des produits qui entrent parfois, même s'il y a des produits qui sont faits au Cameroun, c'est des produits qui entrent, et les frontières devraient être usitées pour ça. La frontière avec le Nigeria, l'ANACOM devrait avoir une brigade là-bas pour contrôler tous les prédits, tout un laboratoire là-bas pour contrôler les produits qui entrent. La frontière avec, que ce soit le Tchad, la République centrafricaine et autres, ils devraient avoir des brigades, des laboratoires pour pouvoir contrôler ce qui entre. Et même s'il le faut, veiller à la validation de ces médicaments en mettant des cachets. Celui-ci est autorisé, celui-ci n'est pas autorisé. Ce qui n'est pas autorisé, on le retire du marché. Celui qui est autorisé, on met un cachet. Et ce n'est que lorsque le consommateur verra ce cachet sur le médicament qu'il le consomme. Ce n'est que de ça qu'on parle. Ailleurs, les gens font ça pour autoriser des médicaments à fonctionner. Mais chez nous, les médicaments sont dans la circulation sans que nous-mêmes, on ne puisse savoir si véritablement il est autorisé ou pas. C'est le travail de l'ANACOM. Après avoir vérifié dans les laboratoires si le médicament est bien pour l'organisme, s'il peut notamment soigner la maladie pour laquelle il a été mis sur pied, il faut prouver aux gens que vous pouvez le consommer en mettant peut-être des cachets, en faisant des sorties, en présentant vos travaux. Il y a comme un certain abandon même de ce que les Camerounais consomment, que ce soit de manière médicamenteuse ou bien que ce soit de manière nutritionnelle normalement. C'est-à-dire qu'on consomme tout sans vérification. Aujourd'hui, on nous parle de l'ANACOM comme si c'était nouveau, mais c'est une vieille organisation qui ne fout rien. La veille dans les pharmacies, quand vous entrez dans les pharmacies aujourd'hui,
Combien de pharmacies ont été fermées à Yaoundé et d'hôpitaux ont été fermés à Yaoundé récemment juste parce qu'on a trouvé que ces pharmacies-là faisaient la commercialisation de la chloroquine de mauvaise qualité. Pourquoi? Parce que l'ANACOM ne fait pas le travail de veille dans les pharmacies. Il faut au moins qu'il y ait au moins un laborantin de cette structure dans les pharmacies. Nous restons avec vous, mais au-delà justement de ce questionnement, Charles Bachou, dans la deuxième partie, on va quand même questionner le rapport qui peut bien exister entre l'ANACOM et l'ANOR, peut-être pour mieux comprendre également les responsabilités des uns et des autres. Vous dire merci à vous, madame, messieurs, de rester plus que jamais présents sur les antennes d'Equinox Télévision. C'est 10-12 le Zénith qui se poursuit. On marque une pause et on se retrouve. Bon retour, madame, messieurs, sur le plateau de 10-12 après cette pause que nous avions marquée avec ce tube qui a été marquant, qui a touché également pas mal de personnes. On dira effectivement au milieu de la décennie 2010 avec Zeke Zeke. Merci bien évidemment à la réalisation qui nous y a ramené pour un petit moment de retour. Allez, on va revenir sur le sujet qui est porté ce matin à la colère de Charles Bachou pour comprendre effectivement le rôle effectif même de ce laboratoire parlant de l'ANACOM, mais surtout faire un lien, Charles Bachou, rapidement avec l'ANOR. On peut bien comprendre que l'ANACOM est une mission de contrôle, de veille sur les médicaments, mais surtout sur l'expertise même de ces médicaments. L'ANOR et l'ANACOM, les missions sont-elles les mêmes? Est-ce qu'il n'y a pas un frottement? Comment vous expliquez tout ça? Monsieur Michel Ngachou, il faut dire que le concepteur des job descriptions des différents départements ministériels et entreprises ou structures parapubliques, c'est quelqu'un qui n'a pas de temps. C'est-à-dire, vous allez au LANACOM, vous allez voir qu'il y a les missions du ministère de la Recherche scientifique, les missions du ministère de la Santé, les missions... Ça dit, tellement de gens interfèrent que le directeur même qui est assis, quand il veut poser un acte, il faut qu'il se réfère à ses tutelles. À ses tutelles. Vous allez vous rendre compte, on a un ministère de la décentralisation. En principe, qui devait diriger et gérer les maires, qui devait s'occuper de la question des mairies, la décentralisation. Mais c'est encore le ministère de l'administration territoriale qui reste la tutelle des maires. À quoi donc ça a servi de créer le ministère de la décentralisation? Il y a des décisions que pour prendre, il faut absolument... Donc vous voyez, c'est comme ça on crée volontairement le désordre pour pouvoir réussir dans ce désordre-là qu'on règne. Et on a l'impression, quand vous voyez en Europe, vous pouvez aller en Europe vendre, commercialiser un médicament en Europe, en France, ne serait-ce qu'en France. Vous pouvez aller vendre un médicament en France. Mais déjà, mais déjà pour vous octroyer un médicament à la pharmacie, il faut absolument avoir une ordonnance. Une ordonnance, voilà. Merci. Regardez donc comment on fonctionne au Cameroun. Vous rentrez dans une pharmacie, pour un même médicament du palu, vous allez trouver 13 prix différents. Premier point. Vous trouvez des laboratoires que Matousalem, lui seul, sait. Parce qu'il y a parfois, vous allez vous prendre les médicaments, vous vous rendez compte que des noms, les laboratoires, mais vous êtes surpris. On aurait dû faire comme les CD pour parler trivialement au quartier. Ça veut dire l'ANACOM, on tous les médicaments qui rentrent, on prend la peine, ou les médicaments qui sont commercialisés, l'ANACOM valide, on retrouve ce cachet là-dessus pour la commercialisation du médicament. En cas contraire, lorsqu'on sait qu'il y a un problème, on peut rapidement porter plainte. On a acheté des médicaments couscous dans les pharmacies. Il y a des pharmacies, on a acheté des médicaments couscous. Avec la complicité de l'ANACOM ou bien? Mais... Non, la police de l'ANACOM n'est même pas là. Non, mais on est obligé de regarder l'ANACOM, même si l'ANACOM, voilà. C'est son travail, c'est le travail de l'ANACOM. Il faut qu'on suive l'ANACOM. Regardez la façon avec laquelle on a des vendeurs de médicaments dans nos rues, dans nos quartiers. Ils se ravitaillent où? Chez qui? Est-ce que c'est vérifié par un laboratoire compétent? Vous vous rendez compte que c'est chacun qui fait ce qu'il veut au Cameroun, qui fait comme il entend. Il n'y a pas de suivi. Les médicaments entrent par le Nigeria, plus le Nigeria parce que ça transite du Bénin, de l'Afrique de l'Ouest, parce que l'Afrique de l'Ouest a des laboratoires de fabrication de médicaments, ça transite par l'Afrique de l'Ouest. On se retrouve à commercialiser beaucoup de médicaments qui viennent de ce côté. Comment ça fait pour entrer par les différentes frontières du Cameroun? Est-ce que c'est réglé? Est-ce que c'est payé? Dans le cas où on ne paye pas. Qui est indexé dans ce cas-là? La douane camerounaise. L'ANACOM devait être associé dans tous les brigades au personnel de douane, monsieur Michel Ngachou. Dans toutes les douanes, à l'aéroport du Cameroun. C'est-à-dire lorsque vous descendez en Simalène, vous devez avoir des bureaux
des médicaments à l'anacom. Regardez les gens qui nous vendent ce qu'on appelle les vitamines, monsieur Michel Ngachou. Vous avez des gens qui se baladent avec des longues boîtes. Vitamines, calcium, potassium. Tu demandes ça sort de sortir de la brocante. Mais ils se baladent avec ça dans les rues, c'est sorti de la brocante. Des longs tubes. L'anacom est où? Il y a même les Indiens, des trucs qui sillonnent jusqu'au village. Ah voilà, merci mon. Les médicaments à la médecine indienne. Ils viennent vous prendre la tension artérielle, vous devez presser les cartons de thé. Est-ce que le LANACOM veille? C'est son rôle de veiller au contrôle de la qualité des médicaments venus de l'extérieur. Et comment ça? Mais ça, c'est important que ce laboratoire fasse. Il faut qu'on procède à des prélèvements. On parle de Covid. Le LANACOM devait déjà se rapprocher du docteur Monseigneur Samuel Cléda. J'ai un prêtre qui est devenu chercheur. J'ai dit docteur Cléda. Je voulais dire docteur Monseigneur Cléda. Monseigneur Cléda. Se rapprocher de Monseigneur Cléda pour faire des prélèvements. Voir comment on peut transmettre, synthétiser, mais transformer. C'est ça le rôle. Mais c'est dommage pour le moment, le LANACOM est encore en pleine grève avec son personnel. Mais au-delà. Ils ont même le laboratoire. Au-delà, on s'en souvient également qu'il y a des Camerounais qui sont des chercheurs. Charles Abembachou, qui d'ailleurs ont fait des expériences. Je parle encore ici du docteur Raphaël Nietzsche, qui a mis au point effectivement un produit baptisé le Drepanovax, qui a prouvé, parce qu'il est dit aujourd'hui qu'il a soigné au moins 8000 personnes atteintes de 8000 personnes drépanocytaires, et qui aujourd'hui ne demande simplement qu'à être homologué. Non seulement le LANACOM a reconnu que ce produit avait été avéré, mais le ministère retient encore ce produit à son niveau. Monsieur Michel, mais c'est assez compliqué. Les laboratoires travaillent sur les molécules. Lorsqu'il sort des molécules, il faut absolument, excusez-moi l'expression, des cobayes. Des cobayes ou des patients zéro sur lesquels on va procéder au test. Vous savez qu'en Europe, il y a des gens qui vendent leur corps à la science. Je peux décider, Charles Abembachou, que mon corps, je le vends à la science. Si je m'arrête toutes les expérimentations de nouveaux produits, si on découvre produit contre le VIH, produit contre ceci, on dit, monsieur Charles Amel, je viens, je tends mon bras, on inocule. Si je meurs, l'argent est versé à ma famille. C'est comme ça, il y a des gens qui se prêtent à la science. Est-ce que le laboratoire, non, mais il faut qu'on explique à les gens, est-ce que le laboratoire, le LANACOM fonctionne dans ce système pour procéder à l'étude? Une fois qu'on a validé, on appelle les experts, les médecins en disant voilà, nous avons travaillé sur tel produit, on a élaboré, voici les réactions qu'on a obtenues, voyez dans quelle mesure on pourra, à une certaine dose, commencer à tester sur certains patients. On met le médicament sur le marché. Mais lorsque vous avez le Monseigneur Cléda, je prends son cas qui a sorti un produit, que là les médecins se lèvent aussitôt pour dire non, on ne veut pas, non, on ne veut pas ceci, on ne le connaît pas. Ils ont des laboratoires. Il faudrait qu'on équipe le laboratoire LANACOM. Bobo Bengan. Là maintenant, quand on regarde le LANACOM, on regarde ses missions aujourd'hui et bien évidemment le désordre qui peut se retrouver en interne. Est-ce que ceci est de nature à rassurer les Camerounais non seulement de la qualité du produit qui sort ou qui est validé par ce laboratoire? Deuxième chose, recourir aujourd'hui à la médecine douce, si vous voulez traditionnelle, ne serait peut-être pas la solution pour mieux se guérir, se soigner? Tout ce qui a trait au corps médical au Cameroun ne rassure pas. Deuxième question, il faut effectivement recourir à la médecine douce. Mais comment y parvenir? Les structures en place doivent revenir à l'orthodoxie, c'est-à-dire quoi? Tout ce qui a trait à la santé a deux orientations principales. La première orientation, c'est l'administration des soins. Et l'autre orientation, c'est la recherche. On fait des recherches pour que les gens soient en bonne santé. Voilà ce qu'il faut faire. Maintenant, on a créé LANACOM. Qu'on lui donne des équipements appropriés et l'argent n'est de la guerre. Les équipements et l'argent. Ou alors on lui donne un budget approprié pour qu'il puisse s'acheter le matériel, payer les salariés, le personnel, ainsi de suite, et se déployer comme il peut. L'autre chose, on a créé des laboratoires sur les recherches des plantes médicinales. C'est d'ailleurs un ancien recteur de l'université de Yaoundé 1, le professeur Choubo, qui en est le président. Il existe une cellule de recherche et de promotion de la pharmacopée. Il existe dans ces ministères, le ministère de la Santé publique, le ministère de la Recherche scientifique, des sous-directions de la pharmacopée africaine. À quoi servent donc ça? Et nos étudiants
dans les universités d'État, je parle seulement des universités d'État, ils font des mémoires et des thèses de doctorat sur la valeur médicinale des plantes et de tout. Or, si vous n'avez rien, et Charles Lamel a parlé tout à l'heure de l'Afrique de l'Ouest, et au moins ils mettent en place un laboratoire pour expérimenter à leur niveau. Qu'est-ce qui les empêche aujourd'hui d'aller sur le Monseigneur Cléda, prendre des études et tous ces laboratoires-là, disent au ministère de la Santé publique, attendez, monsieur le ministre, donnez-nous une semaine, deux, ils regardent et ils échangent. Peut-être pour revenir à ce que vous dites tout le temps, bon, Benga, il va falloir décoloniser la recherche. Voilà, peut-être il faut donc décoloniser la recherche, parce qu'en fait, aujourd'hui, ce qui fait honte, c'est que c'est le protocole du professeur Raoul qu'on utilise, mais on ne veut pas le dire. Très bien. Allez, dans un instant, Madame Michu, nous allons lire vos nombreux messages. Karine Sontia a sélectionné quelques-uns quand même pour nous. Merci de continuer à interagir et surtout à nous laisser vos nombreuses réactions à la suite des sujets qui gravitent autour de ce plateau, comme la tradition le veut. Victor Tamboko, tous les laboratoires payent au moins la somme de 500 000 au ministère de la Santé publique comme frais d'analyse des échantillons, sinon votre dossier n'est même pas déposé. C'est le MinSanté qui est chargé de payer l'ANACOM, pas de contact direct avec les laboratoires pharmaceutiques et l'ANACOM. Oui. C'est la raison pour laquelle, si vous avez suivi pendant les grèves, ils accusaient le ministre de la Santé, qui est le PCA de la structure. Alors, ce qui est amusant avec les médicaments de la rue, c'est que nous savons tous exactement où ces gars vendent les produits. Ils jonchent nos rues et ça nous amuse parfois à entendre que les autorités luttent contre les médicaments de la rue. Un autre message cette fois-ci. Alors, un téléspectateur qui nous dit que le gouvernement a lâché les populations, les compétences pour le contrôle des médicaments, aliments et même cosmétiques ne manquent pas. Il y a d'ailleurs une filière qui forme les étudiants en contrôle, qualité et analyse microbiologique à l'université de Douala. Ah, c'est Romaric de Lorbaba qui nous a écrit ce matin. Alors, la recherche scientifique... La ministre de la Recherche scientifique nous a montré à quel niveau son laboratoire est incompétent comme le gouvernement. Alors, Ernest Albert de Bafoussam qui nous écrit cette fois-ci. Lorsque j'ai parcouru certaines pharmacies pour un même médicament, on a presque tous des prix différents. Et les médicaments de la brocante sont très prisés par certains Camerounais. Au fait, ces cachets-là ne se fabriquent où au Camer. C'est LH Midri qui nous écrit depuis l'extrême nord. Alors, l'histoire du jour, par rapport à cette histoire, je dois dire que l'attitude de cette maman est inexplicable. Non seulement elle se permet de juger son beau-fils sur la base de son origine ethnique, mais en plus, elle demande de l'argent pour aller aux obsèques de sa petite-fille. Si ça avait été ma mère ou ma belle-mère, non seulement je ne lui aurais pas donné l'argent, mais en plus, je l'aurais chassée si elle s'était décidée à venir. Jordan depuis Bafoussam. Très bien. Pourquoi la maman met l'argent en avant devant la douleur de sa fille frappée par la perte de son enfant? Voilà, la réponse est toute simple. En Afrique noire, les enfants ne sont pas faits par amour, mais dans le but d'enrichir matériellement les parents. Jeannette, je partage ta douleur et ta confusion. Ce qu'il te faut, c'est un suivi psychologique pour t'aider à reprendre tes couleurs. Tu dois aussi savoir que toutes ces considérations familiales matérialistes sur le fond de superstition ne t'apporteront rien. Pas plus que cela ne ramènera ta fille qui repose aujourd'hui en paix. Henri Michel Ncham. Bonbon Bengan. Non, il y a des choses quand même. Pour lui, c'est inacceptable. Hein. Non, quand des gens, ce n'est pas moi. J'ai plaint le téléspectateur, la téléspectatrice qui a parlé. En Afrique, on fait des enfants pour... Je vous en prie. Justement, en Afrique, c'est l'enfant qui est la richesse. Mais votre richesse, ce n'est pas matériel. Vous, justement, le paradigme aujourd'hui, pour utiliser votre expression, c'est le niveau de vie. L'Afrique vit la qualité de la vie. Je peux être à l'aise, 105 francs dans ma poche, avec mes 4 femmes et mes 22 enfants, mes tout peu de bœufs, je suis à l'aise. S'ils vivent bien, je les aménage. Je ne vais jamais parler de compte bancaire. Jamais. Mais justement, c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, même la signification de la dot est dévoyée parce qu'on ne sait pas ce que signifie la dot.
On dit qu'on a acheté la fille. Moi, on ne m'achète pas. Les 50 000 ne représentent rien. Ce n'est pas l'argent, c'est symbolique. Précisément parce que c'est ce qu'on appelle rapport humain, relation humaine, relation interpersonnelle. C'est ça qui fonde une bénédiction. Moi, je vous renvoie donc, madame, c'est une dame, ou monsieur, allez tout de suite dans n'importe quelle librairie, cherchez le livre « L'Afrique au secours de l'Occident ». L'Afrique au secours de l'Occident. L'auteur, c'est Anne-Cécile Robert. Elle est rédactrice en chef au Monde diplomatique. Très bien. Et ça a paru aux éditions La Découverte en 2006. Allez lire ce livre. Vous qui parlez de l'Afrique, vous Africains qui parlez de l'Afrique sans connaître l'Afrique, moi, ça me fait honte. Très bien. Monsieur Michel Ngachou, vous êtes souvent arrivé à des cérémonies où on pose une question funèbre, où on pose la question qui réclame quoi au trépassé. Ouais. On constitue la liste de tous ceux qui lui doivent, ceux à qui il doit, parce qu'il y a ceux qui arrivent en disant avant de mourir, on était en affaire, une affaire de temps, je prie son successeur de se rapprocher de moi pour les modalités de remboursement. Avant de partir, il me devait une chèvre. La chèvre, lorsqu'il était venu prendre ma fille, sur la liste de la dot, il avait tout donné, sauf une chèvre. Comme tu parles, sache que tu me dois une chèvre. Avant d'enterrer, soit on remplace la chèvre à l'immédiat. C'est la tradition. Vous montez, vous descendez. Aussi vrai que vous vous appelez Ngachou. Chaque fois qu'on va prononcer votre nom quelque part, ça va vous prendre. Pourquoi cet exemple-là? En tout cas, nous allons... Non, mais parce que les gens ne savent pas. Mais je vous dis que ici, en 2005, les porcs du Cameroun, j'ai parlé de l'animal, le porc ne pouvait plus procréer. Oui. Était arrivé à un niveau où c'était plus possible. On était obligé de faire venir au moins 4 espèces de porcs en Allemagne, en France, en Suède et tout. Et c'est ça pourquoi, sur le plan, les animaux, eux respectent ça. Voilà. La génétique, on vous dit, même la volaille au village, si vous avez la même poule et le même coq qui produisent les poussins, au bout d'un moment, changez. Vous ne changez pas, il en est de même des chats. Changez. Vous ne changez pas, vous allez voir, le croisement, ça ne pourra plus évoluer. Ça, c'est aussi basique que ça. Nous, on connaît ça 10 000 ans avant Jésus. Avant Jésus-Christ. Absolument. Donc, on vous dit, méfiez-vous de l'inceste. Y a-t-il eu un cas... Moi, je suis la leucémie, quand vous parlez de la leucémie, c'est une forme de cancer, vraiment. Vous allez dire l'inceste, la dame elle, dans son histoire, ne se rappelle pas d'avoir jamais eu une histoire. Quand il y a un cas, quand ces cas-là arrivent, justement, pourquoi nous on a soigné? Parce que vous mentionnez l'inceste, ça va donner l'impression qu'on a mentionné l'inceste dans l'histoire. Elle n'a jamais mentionné. Je parle des maladies rares. Je parle des maladies rares. Aujourd'hui, je vous prends donc l'autre cas, l'hypertension artérielle. Quand vous êtes détecté hypertendu à l'hôpital, on vous donne un médicament à vie. Nous, on soignait ça. On régule la tension artérielle. Vous n'êtes pas obligé de prendre ces médicaments à vie. Ah oui? Oui, mais je parle à Mondovision. Si vous voulez, ils organisent les débats, ils m'appellent. Permettez, monsieur, dame, que l'on retourne rapidement à la lecture justement des unes parues sur les réseaux sociaux ce matin. Question de bien évoluer dans cette édition de 10-12 le Zénith. Karine Santia, rapidement avec vous et puis on poursuit. Alors, rapatriement des Camerounais à l'étranger. Hier, une note a permis de savoir que les Camerounais qui sont cloîtrés à l'étranger depuis le début du coronavirus pourront retrouver le Cameroun. Le 8 mai, c'est Dakar, Abuja, Cotonou, Simalène. Le 9 mai, c'est Johannesburg, Dubaï, Simalène. Toronto, Addis Abeba. Washington, Addis Abeba. Paris, Addis Abeba. Sao Paulo, Addis Abeba. Et puis le 10 mai, Addis Abeba, Simalène pour les passagers en provenance de Toronto, Washington, Paris, Sao Paulo. Et puis le 10 mai aussi, c'est Tunis, Lomé et Simalène. Et le 11 mai, Libreville, Kinshasa, Bangui, Simalène. Allez, ils seront bientôt chez eux, ils vont regagner le pays. Nous en avions longuement parlé ici, mais dire que ces Camerounais qui sont
à l'étranger qui veulent regagner le Cameroun parce qu'en fait, on le sait, les frontières sont fermées. Il y a surtout ceux qui sont en Inde. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Il y a ceux qui sont en Inde, il y a ceux qui sont en Chine. Faire revenir une partie des Camerounais, oui déjà, c'est à saluer. Oui, on le dit souvent, il faut dire merci. Bon, c'est pas si on le dira, on dira merci. Nous vous interpellons, Merci monsieur le de faire ministre votre de l'administration territoriale, sur les cas des Camerounais qui sont en Inde et qui veulent revenir au Cameroun. Non, l'administration territoriale. Relations extérieures. Qu'est-ce que j'ai dit? Vous avez dit Ministre des administration Relations territoriale. extérieures. Ah, désolé, vraiment. Monsieur le jeune Bella, relations extérieures, je m'en excuse. Il est important de penser à ces Camerounais qui sont en Inde. Il y en a également qui sont aujourd'hui, au moment où je parle, en Chine, qui ne demandent qu'à revenir au Cameroun. Il y en a qui aujourd'hui sont en France. Allez voir exactement ce qui se passe au niveau de l'ambassade du Cameroun en France, où des Camerounais y vont et c'est fermé. Comment vont-ils revenir au Cameroun quand l'ambassade est fermée en France? Plus que jamais, regardez ces réalités. C'est bien, mais maintenant on attend la matérialisation. Boman Bengan, qu'est-ce que ça vous inspire également, ce retour rapide des Camerounais en terre camerounaise? Beaucoup de choses, mais deux me semblent fondamentales. La première, c'est l'abandon des compatriotes par les dirigeants. Et ça, on vit ça depuis près de 30 ans. C'est-à-dire que l'abandon, on vous dit, ça frise même quelquefois le sadisme, le cynisme. C'est dégoûtant, cette histoire. Mais l'autre chose également, je pense que en venant, parce que si j'ai bien lu, j'ai bien compris ce que Karine Sontia disait, tous on converge vers Simalène. Ça veut dire qu'en fait, qu'on a préparé des lieux de confinement à Yaoundé. Tellement. Et On espère. voilà, et on espère que cette fois-ci, il y en a qui ne vont pas passer par les mailles de filet parce que la légèreté avec laquelle certaines autorités s'étaient comportées dernièrement ont fait que la contamination aujourd'hui est en train de décimer les populations et créer le cafouillage dans des hôpitaux. Donc, Dominique Audrey Yengelek, sur la même, comment dire ça, Bon Bengan, à l'instant, on parle bien sûr des mesures appropriées pour les accueillir. Est-ce qu'on doit rapidement interpeller l'État quant à sa responsabilité à apprendre de ses erreurs concernant effectivement les derniers cas qui ont trouvé de fuir les hôtels parce qu'ils étaient maltraités? Bien sûr, M. Ngachou, et je crois que Mbombok l'a mentionné, il faudrait que dès leur descente des avions et tout, qu'il y ait un quart de transport pour les transporter vers les lieux où ils doivent être confinés pendant une certaine période. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on les ramène ici et qu'on les laisse dans la nature comme ça, parce que le risque serait d'avoir des personnes, de nouveaux malades qui vont contaminer encore d'autres personnes. Donc, comme ils reviennent, c'est déjà une bonne chose. On ne va pas les remercier parce qu'ils auraient dû le faire depuis longtemps que ces personnes pleurent parce qu'elles voulaient revenir ici. Mais j'espère vraiment pour ceux qui reviennent qu'ils ne sont pas malades parce que je ne sais pas s'il y aura une possibilité de les prendre véritablement en charge avec la situation qui prévaut ici au Cameroun en ce moment. Charles Mbachou, est-ce qu'il n'est pas temps également de sensibiliser ces Camerounais qui arrivent en leur disant, vous qui nous regardez tous les jours, il est temps plus que jamais, une fois au Cameroun, de respecter les mesures de confinement afin de ne pas davantage contaminer les Camerounais. Si jamais vous êtes déclaré positif au Covid-19. Monsieur Michel Ngachou, lorsque le chef de l'État avait sorti cet arrêté demandant qu'on fasse revenir les Camerounais, j'étais de ceux-là qui étaient allés trouver le ministre, le jeune Mbella Mbella, dans son confinement avec un courrier pour lui dire maintenant, à travers vos postes consulaires, monsieur le ministre, arrangez-vous à ce que les personnes qui vont rentrer soient confinées, déjà testées et confinées, afin qu'ils ne représentent pas un danger pour les autres lors du moment du rassemblement. Ça fait près de 14 jours, sinon 3 semaines, que le chef de l'État a signé cela. Si on avait respecté ces propositions émanant d'un homme, on les aurait déjà demandé de venir avec le test. Avant l'embarquement, c'est-à-dire dans 1 ou 2 semaines, on procède à un autre test rapide pour se rassurer qu'effectivement ils ne sont pas malades et éviter de venir les confiner comme on va les confiner encore au niveau de l'aéroport. Ça devait être beaucoup plus facile de gérer cela. Ça, c'est le Non, mais ils vont intégrer l'aéroport. Simplement, il y a des structures qui... Je suis en train de dire que si on avait pris des dispositions depuis là-bas en disant que le point général
Mais vous savez, c'est le point Non, général. c'est vrai, je vous permettez. Je veux dire, Persis, que comme ils sont là-bas, si les services consulaires étaient ouverts, étaient accessibles, on les aurait pris, ils les identifiés, commencer à détecter là-bas. C'est-à-dire que ceux qui sont déjà déclarés positifs, nos diplomates les prennent en charge, les confinent quelque part, mais ce n'est pas les laisser comme des chiens errants et tout. Donc, et puis les ramener là. Donc j'estime que c'est bien, c'est une bonne chose. Ils sont nombreux. On a le gouverneur de la Damawa, vous disiez hier, qui n'était pas là. Je crois qu'il va profiter pour entrer. Il y a beaucoup de personnalités traditionnelles, beaucoup de personnalités même encore qui sont à l'extérieur, des opérateurs. J'espère qu'ils vont pouvoir rentrer et retrouver leur famille, parce qu'être dehors et sans argent, parce que là-bas l'hôtel ne connaît pas, sans argent il faudra payer. Voilà. C'est bien qu'ils rentrent et qu'on essaie d'ouvrir, et que l'ambassade de France, vivement de Paris, vivement, elle résout son problème, le problème qui est entre le précepteur et l'ambassadeur. Ça pollue. L'ambassadeur du Cameroun en France. En France, oui, Alfred Guinée, Oui. son excellence Alfred Guinée, et le précepteur Ketchan, je pense. C'est bien. très compliqué. Il faut qu'il règle, oui, parce que ça pénalise. J'ai bien peur que ceux qui arrivent là-bas ne parviennent même pas encore à entrer. On vous dit que l'ambassade est parce que ça fermée. va pas, l'ambassade On vous dit que c'est fermé. Il faut gérer cette situation. Allez, avant de retourner à la deuxième histoire, vous le savez, le plateau sur lequel nous nous trouvons est un plateau qui a connu le passage d'une de nos sœurs, qui malheureusement n'est plus de ce monde, et qui, pour les nombreux téléspectateurs, l'ont regardé pendant des mois sur ce plateau. Il s'agit bien sûr de Florazé, qui sera conduit ce week-end à sa dernière demeure. Et on en profite également ce matin pour rappeler Charles Badiou, Bon Bengan, Karine Santia, Dominique Audrey, que concernant bien évidemment le programme des obsèques qui prévoit que demain, jeudi, vous m'arrêterez si je me trompe, il y aura effectivement une levée de corps qui va se faire à la morgue de l'hôpital du district de Lorbaba, de Nilon, merci, pardon. Et par la suite, il y aura effectivement une veillée qui va des parents Lobaba Plateau, effectivement qui va se faire dans la famille justement de Florazé, auprès de ses parents. Et vendredi soir, le corps va prendre la route de Yaoundé, c'est ça? Oui, mais vers Konoliga ASC. Oui, ASC, où elle sera voilà, ASC dans la localité de Mvokngana, n'est pas loin du centre d'essai. Et on en profite également pour vous dire merci, Madame, Monsieur, pour vos millions de messages, millions de soutiens. Et on le sait, demain, comment ça va se passer. On remercie déjà en passant tous les médias qui, depuis ce matin, n'ont pas hésité à nous faire savoir qu'ils viendront nous accompagner à pleurer ce deuil en cœur, parce qu'en fait, Florazé n'appartenait pas seulement à Equinox, mais elle appartenait à toute la famille des médias, toute la famille justement de la presse camerounaise. Et plus que jamais, nous vous remercions, Madame, Monsieur, de l'attention que vous apportez à l'endroit de toute la famille des médias pendant cette semaine. Et rassurez-vous, dès demain, on va ensemble suivre le procédé ou encore la procession pour l'accompagner à cette dernière demeure. Deuxième sujet ce matin, avec vous, Karine Santia. Cette fois-ci, on connaît définitivement quel est le statut du port de Limbé. Hier, le président de la République a signé 2 décrets, le premier portant notamment la création de ce port-là, port autonome de Limbé, et puis le deuxième qui portait sur la réorganisation du port autonome de Limbé. Le présent décret porte réorganisation du port autonome de Limbé, en abrégé PAL. Et puis, le port autonome de Limbé est une société à capital public ayant l'État comme actionnaire unique. Et puis, nonobstant les dispositions visées à l'article 1 ci-dessus, l'actionnariat du PAL peut être ouvert à d'autres entités publiques ou privées. Désormais, ça existe. Alors, est-ce qu'il sera construit ou est-ce qu'il existe déjà? On n'a pas besoin de le construire de toutes les façons. Voilà les questions qu'on peut se poser. Comparativement à Limbé, le port autonome de Kribi était une mauvaise idée. Ce n'était pas le moment. Nous laisse justement un commentaire que l'on peut lire. Bon, Bengan, le port est la bienvenue à Limbé ou pas? Il est arrivé en retard. Je partage le point de vue de cet internaute. Le port aurait pu être construit depuis Victoria. Eh ben, mais quand je parle de Victoria, ça va vous tourner la tête. Non, Limbé s'appelait Victoria. Oui, donc, bien sûr. Voilà, avant de changer l'identité, Victoria aurait déjà eu un port. Après Bakassi, maman. Après la récupération de Bakassi. Non, mais je vous parle d'avant 82.
Mais on Puisque parlait en fait, de l'histoire du Cameroun. voilà, Limbé a porté le nom de Victoria de 1857 à 1982. Donc lorsque ça s'appelait Victoria, on devait déjà avoir un port. Mais le deuxième problème que je voudrais relever, qu'est-ce qu'on a construit à Kribi? Parce que, en fait, quand il dit, Sontia nous dit que leur connu d'identité, j'ai donc un problème d'identité avec les ports. Apparemment, à Kribi, on construisait un port en eau profonde. Maintenant, on vous dit que c'est le port autonome. La différence, c'est où? Puisque partout, c'est le port. Voilà. Complexe industriel-portier, port en eau profonde, port autonome. C'est pour comprendre quoi, en fait? Est-ce que, comme avec mon faux anglais, on disait à l'époque Limbe Seaport. Après, on vous dit Limbe Deep Seaport. Voilà. Donc, après, on vous dit non, ce n'est pas un port fluvial, c'est un port maritime. C'est un port. Bon, vous voyez, c'est ça qu'on voudrait savoir. Et un autre, on vous dit c'est un port cimentier. Ça veut dire que nos amis coréens, avec eux, on a dit qu'on pourrait faire. Donc, maintenant, on dit seulement qu'on construit un port. Donc, c'est une terminologie qui nous a été imposée par la Banque mondiale lorsqu'on faisait la réforme portuaire. Donc, en fait, tous les ports du Cameroun seront des ports autonomes. Des ports autonomes. Ports autonomes. Ça veut dire quoi, véritablement? Donc, rien du tout. Donc, le port de Limbé était au départ un port qui avait un projet presque vers la fin. Et c'est plus tard qu'on dit que non, le chef de l'État risque de ne pas faire grand-chose dans sa région d'origine. Et on a poussé comme ça le port de Kribi. Voilà, comme ça, y compris même le même volet. Donc, en réalité, c'est... Bon, maintenant, troisième chose, je termine par là. Est-ce que ça entre dans le cadre de la reconstruction ou des régions du nord-ouest et du sud-ouest? Je n'en sais rien, je me pose des questions. Donc, est-ce que c'est bien le moment? Bon, peut-être que le chef de l'État a mis ça relativement au voyage que M. Le Drian avait fait ici. Et devant le GICAM, je me rappelle encore, Le Drian avait appelé les opérateurs économiques camerounais pour se mobiliser pour la reconstruction dans le nord-ouest et le sud-ouest. En tout cas, c'est un début certainement, quand on sait que le budget global de la reconstruction du nord-ouest et du sud-ouest est chiffré à 89,6 milliards. Et quand on sait effectivement que cette reconstruction va s'acter dans un moment avec seulement 10% du budget qui a été alloué à la reconstruction du nord-ouest, et ceci va se faire sur 10 ans, c'est assez compliqué. Alors, on va donc construire avec la guerre ou effectivement, ce matin, vous avez suivi sur les antennes radio Equinox monsieur Aya, le fils Aya, qui intervenait, non seulement qui nous faisait savoir qu'effectivement, même s'il faut qu'il y ait une reconstruction, il faut d'abord qu'il y ait un cessez-le-feu dans ces régions pour pouvoir y aboutir. Parlant effectivement, toujours de ce Aya, vous le savez tout à l'heure, je pense bien à 11h, il est devant la PJ pour répondre encore d'une plainte qui lui a été servie concernant l'accusation qui a été portée à l'endroit de la fondation Aya, étant donné que Aya laissait comprendre jusqu'ici, qu'elle ne savait rien des accusations qui ont été portées à son endroit, et Aya qui, pour sa part, a ouvert un dossier à la justice, dit bien qu'après avoir ouvert le premier dossier, il y a eu un deuxième dossier, le premier dossier a disparu. Ils sont battus justement à insérer un deuxième dossier, ce qui a été fait, et maintenant ils comptent effectivement attendre que le procès qui sera ouvert le 12 mai prochain soit définitivement ouvert, et que ceux qui disaient avoir des preuves de détention des armes au niveau de la fondation Aya viennent fournir ces preuves. Au cas contraire, la plainte ira plus loin que prévu. En tout cas, c'était justement une petite virgule pour le dire. Dominique Audrey Oyengelek, pour cette reconstruction bien sûr du Nozo aujourd'hui, on va dire peut-être que le port autonome de Limbé est la bienvenue, et ça peut rassurer les habitants de Victoria, pour parler comme Bron Bengan. Je ne suis pas sûre, parce que si on continue d'avoir des armes qui crépitent, même les personnes qui vont travailler sur ce chantier de reconstruction risquent d'être blessées. On ne sait jamais. Donc moi je suis d'accord avec M. Aya qui dit que pour entamer une quelconque reconstruction, il faut d'abord arrêter toutes les personnes qui sont en train de détruire ce qui est déjà là. Donc
Si c'est opportun, je ne sais pas trop, mais ce que je sais, c'est que ça pose un énorme risque. L'investissement qui sera fait là-bas peut être perdu. Donc, pour le moment, oui, ça peut être rentable et tout ce qu'on veut, mais il faudrait que ce soit fait au bon moment. Parce que si on ne l'a pas fait précédemment, maintenant, ce n'est pas le moment adéquat. C'est pas le moment adéquat. Charles Hamel, ceci vous inspire au moins un petit commentaire. On prend ce qui ne marche pas pour remplacer par ce qui ne marche plus. Ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Quel était le job description du port autonome de Kribi, du complexe industriel portuaire de Kribi? Lorsqu'on a dévoyé les véritables orientations qui étaient les siennes, on vous a encore convoqué? Non. Ils ont changé comme ils ont pu tripatouiller. Ils ont donné le sens qu'ils ont voulu. Après, j'entendais même que ça devait être un port d'extraction. Douala, aujourd'hui, on ne parvient pas à s'en sortir avec Douala. On n'a pas réussi à donner une véritable orientation à Douala avec le principe de décongestionnement. On n'a pas réussi. Oui, on se retrouve déjà à aller lancer Limbé. Je suis d'accord. Même sur le plan de vue pour draguer, le dragage, il est plus facile de draguer Limbé. Limbé est plus ouvert que les autres. Lorsque vous longez par Bimbia, vous allez vous rendre compte que, je vous ai dit, Monsieur Michel Ngachou, que le plus dur dans ce pays, on ne travaille que sur deux choses. Le système terrestre, le système aérien et le ferroviaire. Vous vous rendez compte que le ferroviaire n'est géré que par une zone qui s'arrange à ce que dans certaines zones, il n'y ait pas de route. Parce qu'elle continue à maintenir toute cette zone. Je vous le dis, parce qu'il y a plein de zones qui jusqu'à aujourd'hui n'est alimentée. On n'entre que par train, on ne ressort que par train. Si vous décidez pas prendre le train, vous marchez à pied. Il faut qu'il y ait des routes là-bas. Et on ne pense pas jusqu'à aujourd'hui mettre des routes. Si on avait travaillé la carte fluviale du Cameroun, tout à fait. Je parle de la carte fluviale. Je crois que c'est à ça que le chef de l'État devrait commencer à s'intéresser. La carte fluviale du Cameroun. On arrive par le port de Douala. On décharge. Il y a des officines qui continuent, qui via l'eau, on descend jusqu'à la Sanaga maritime, on décharge. Vous allez vous rendre compte que le Cameroun va se développer à une vitesse exponentielle. Mais on est concentré, focalisé que sur un domaine. Voilà l'eau, les eaux ne nous servent à rien. Ailleurs, on met au profit, on met en profit. Regardez Paris. Paris a 180 barrages, mini-barrages. La ville de Paris seule a 180 mini-barrages. Paris. Mais nous sommes à Douala. Nous avons combien? Alors j'estime que vraiment c'est bien pour le chef de l'État, mais il faut définir. Oui. En une seconde, Charles Hamel m'a fait rappeler, il y a un ancien cadre du port autonome de Douala qui a commis un livre, je pense en 2005 chez l'Harmattan. C'est Paulette Ngombokba Mikano sur la navigation fluviale en zone communautaire. Pour elle, il est possible de développer la navigation fluviale avec le Congo, la RDC, Congo-Brazzaville, l'Angola et tout. Et le Gabon, il est possible de le faire. Et ce livre existe. C'est un ancien cadre. Regardez un pays comme le Rwanda. Le Rwanda n'a pas accès à la mer. Regardez comment le Rwanda se développe. En tout cas, bon, c'est vrai, il n'y a pas que le Rwanda qui n'est pas accès à la mer. Et même si profitons alors ce que la nature nous a donné. Bien. Merci. Mais il va falloir quand même rappeler, Charles Hamel qui parlait tout à l'heure de Paris, qui a 180 barrages. Alors, il y a cet adage qui le dit encore, sans A, Paris serait pris. Mais n'oubliez pas que Paris a encore la main sur A pendant que nous y sommes. Non, je suis d'accord. J'ai pris cet exemple pour vous dire qu'aujourd'hui, on pense nous lancer un port à Limbé. C'est quelque chose, c'est vieux comme le monde. Quand vous prenez le slow de 1975, je dis prenez le slow. C'est la diversion, non, mais je vous dis prenez le plan. Quand vous prenez le plan d'Orient, je vous envoie encore sur le plan d'Orient, vous allez vous rendre compte que même dans ce plan d'Orient, c'était prévu. C'est nous qui retardons. On est ici là en train de n'appliquer que le plan de 75. Très bien. Allons retrouver rapidement au plateau B ce matin, madame, monsieur, notre ami Consti Lamine qui nous retrouvera effectivement pour le concept Salaka. Question de mieux comprendre ce qu'il va nous proposer ce matin. Il reviendra avec, je pense bien, c'est 1000 tapis et surtout Vondio pour la deuxième partie. Bienvenue à vous, Consti Lamine, sur 10-12 le Zénith. Alors, merci, mon cher ami.
Oui, et une fois de plus, merci à tous les clients. Le concept Salaka lance une grande campagne baptisée à chacun ses appareils électroménagers, à chacun ses appareils électroniques. Alors arrêtons d'aller écraser les condiments chez les voisins, arrêtons de demander de fer à vapeur chez les voisins, surtout en ce moment où nous sommes obligés de rester à la maison. Alors c'est important d'avoir ces appareils à la maison. Et où les acheter? C'est bien sûr au concept Salaka, et c'est du côté du magasin 1001 tapis qui vous offre bien entendu une double réduction pour le compte bien sûr de ce mois de mai. Alors et bien sûr comme Salaka du jour, nous allons offrir des masques à tous les clients qui vont faire les achats ce matin du côté du magasin 1001 tapis. Je dis bien tous ceux qui vont acheter vont recevoir gratuitement ce masque de sécurité d'une qualité supérieure. Un masque qui est nyanga, un masque qui est ndolé, un masque pas comme les autres. Vous l'aurez gratuitement du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. C'est pour tous les clients qui vont faire les achats ce matin. C'est une manière pour nous de soutenir nos clients. Alors, nous allons tout de suite démarrer la vente de ce matin, chers téléspectateurs, par la présentation des détendeurs. Oui, les détendeurs intelligents, les détendeurs qui parlent, les détendeurs qui disent à son utilisateur « Votre gaz est fini, votre gaz va finir bientôt, il y a fuite sur votre gaz ». C'est un détendeur intelligent qui parle, c'est un détendeur qui parle anglais, ça parle français, ça parle même le douala. Donc, ceux qui veulent voir ce détendeur parler, alors je vous invite à venir au magasin 1001 tapis. Il a plusieurs avantages. Le détendeur intelligent IGT permet de vérifier automatiquement le niveau de votre bouteille de gaz. Question d'éviter les ruptures de gaz à la maison. Le détendeur intelligent IGT que voici permet bien entendu, chers téléspectateurs, de pouvoir contrôler votre consommation au niveau du gaz. On va encore voir ces avantages à l'écran avec les réalisations. Le détendeur intelligent IGT permet également d'économiser votre bouteille de gaz. Il permet également d'éviter les fuites de gaz à la maison. Ah ben oui, on a vu des maisons qui se sont brûlées parce que le gaz a des fuites. Donc avec ce détendeur intelligent, vous n'aurez plus jamais de fuite de gaz à la maison. Le détendeur intelligent IGT, c'est 10 ans d'utilisation et 5 ans de garantie au magasin 1001 tapis. À côté bien sûr des détendeurs intelligents IGT, on parle également des tapis de prière. Nous sommes en pleine période du Ramadan. On a des tapis de prière à partir de 1000 francs. Oui, un tapis de prière Nyanga. Un tapis de prière stylé, vous l'avez à 1000 francs au magasin 1001 tapis. On a également des robots mixeurs Debol pour écraser les condiments secs, les condiments frais, les condiments, les fruits. Et bien sûr, vous avez des robots mixeurs Debol avec garantie. Vous les avez à 12 000 francs. Et n'oubliez pas que chaque client recevra un masque de sécurité gratuitement. On a également des fers à vapeur pour dire tout simplement, ne demandez plus virgule, les fers à vapeur virgule, aux voisins, point virgule, parce qu'ils vont vous insulter. Venez au magasin 1001 tapis en face du palais d'Ika et achetez un fer à vapeur à 7500 francs seulement. À côté bien sûr du fer à vapeur, on parle également d'un ordinateur complet. Les enfants sont à la maison, ils ont besoin d'être occupés, ils ont besoin de communiquer en ligne, alors des ordinateurs complets à 45 000 francs. Pour ceux des parents qui veulent faire des cours à la maison, un ordinateur complet à 45 000. Notre détendeur intelligent, le détendeur qui parle, le détendeur qui nous permet d'éviter les fuites de gaz à la maison, le détendeur qui permet de contrôler votre bouteille de gaz, le détendeur qui économise votre gaz, vous l'avez à 12 000 francs au magasin 1001 tapis. C'est dans le carton avec garantie. On a également des woofers. Pour ceux qui veulent écouter la radio Equinox, qui veulent faire la fête à la maison, vous avez des cérémonies, vous voulez écouter la bonne musique à la maison, des woofers à 28 000, ça a la carte mémoire, ça prend la clé USB, ça le Bluetooth, vous les avez à 28 000. Des imprimantes de caisse, pour une comptabilité sûre, pour une facturation de qualité et rapide, je vous conseille des imprimantes de caisse. Les boulangeries, les supermarchés, les bars, les restaurants, bien entendu, quel que soit le type d'activité, si vous faites dans la comptabilité, dans la facturation, soyez moderne, évitez trop de papier, des imprimantes de caisse à 65 000 avec garantie au magasin 1001 tapis. La suite, c'est avec un robot mixeur Debol à 17 000 francs, un très grand robot mixeur Debol à 17 000 au magasin 1001 tapis, en face le Palais d'Ika. Des laptops Core de Dio à 75 000, bien entendu avec 2 Go de RAM à 175 000 francs, des grands fers à vapeur à 12 000 francs,
C'est un autre modèle de fer à vapeur. Regardez comment c'est Nyanga. Regardez comment il est stylé. Vous l'avez à 12 000 au magasin 1001 tapis en face le Palais d'Ika. Des bouilloires pour bouillir de l'eau. Oui, économisez votre gaz à la maison. Bien entendu, avec des bouilloires électriques à 6 500 francs au magasin 1001 tapis. Des corps i5 à 135 000 avec 250 Go de disque dur, 4 Go de RAM. Des régulateurs de tension numérique, vous les aviez à partir de 16 000 francs. Ça se passe au magasin 1001 tapis en face le Palais d'Ika. Des rallonges et encore des rallonges. Je vous conseille, chers téléspectateurs, évitez les incendies. On a vu des maisons qui se sont enflammées parce que les rallonges n'étaient pas de bonne qualité. Les rallonges d'origine, les rallonges européennes, vous les avez à 6 000 francs au magasin 1001 tapis en face le Palais d'Ika. Oh là 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 là. Qui n'aime pas les filles de plantain? Qui n'aime pas le poisson frit? Qui n'aime pas les pommes frites? Regardez ce qu'il y a à l'écran. Friteuse électrique à 25 000. Mangolo Malambo. Friteuse électrique à 25 000 au magasin 1001 tapis. Les détendeurs intelligents à 12 000. Ça se passe bel et bien au magasin 1001 tapis et nulle part ailleurs. Alors bien sûr également des lustres à partir de 40 000. Toujours au magasin 1001 tapis, chers téléspectateurs. La suite, c'est la qualité, la garantie et le concept Salaka. On ne dépend pas, mais on remplace au concept Salaka. Et pour conclure cette première vente, je dirais tout simplement, c'est Nyanga avec le concept Salaka. Eh bien, c'est Nyanga avec le concept Salaka en face du Palais d'Ika. Des régulateurs de tension, des portes d'ali, des couvre-bouteilles, des détendeurs, des filtres à eau, des clés USB. Chez nous, c'est la qualité et c'est surtout le respect de la clientèle. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci à vous, Consti Lamine, pour cette première partie du concept Salaka pour cette édition du 6 mai 2020 sur les antennes Equinox Télévision. Madame, Monsieur, plus que jamais, merci de rester présent sur cette antenne. On va quand même, avec vous, Mbombo Bengan, toucher un sujet qui est plus que jamais intéressant pour les Camerounais. On le sait aujourd'hui, le Fonds monétaire international a octroyé un prêt de 135 milliards de francs CFA au Cameroun. Et on va dire qu'avec l'arrivée du Covid-19, plus que jamais, les Camerounais sont intéressés sur les questions d'argent, sur les questions de gestion justement de la société et la cité. Alors, les Camerounais se demandent, ces 135 milliards que vous aviez pris, est-ce que vous avez pris au moins le temps de leur dire ce que vous en ferez? Qu'est-ce que l'État compte faire? Quelles sont les orientations, à votre avis, qui pourraient aider l'État à mieux gérer ces 35 milliards de francs CFA octroyés du Fonds monétaire international? D'abord, le Fonds monétaire international avait constaté que notre niveau d'endettement s'élève dangereusement. Nous sommes à plus de 8 000 milliards d'endettement, qui représente 37,4% de notre PIB. Si on arrive à 39%, ça va être la catastrophe. Donc il fallait s'assurer qu'un autre prêt de l'argent maintenant pourrait avoir comment je vais dire ça, une modalité de remboursement terrible. Et surtout, comme vous l'avez dit, que vous prêtez de l'argent pour acheter les médicaments. Cet argent ne sert pas pour construire les routes. Parce qu'en fait, pour déplacer d'une ligne budgétaire à une autre, c'est des fautes de gestion. Et lorsque chaque fois, vous êtes donc pris à partie pour faute de gestion, ça peut tourner à de la malversation financière. Donc, le Fonds monétaire international nous avait écartés comme pays nécessité quand le Covid est arrivé. Maintenant, il y a quand même d'autres aspects et on a plaidé parce que l'appui à l'économie, vous avez entendu le président de JICAM dernièrement se plaindre, avec raison d'ailleurs, en disant les mesures prises par le gouvernement sont bien, mais c'est insignifiant. Il faut aller de l'avant. Donc, je pense que ça pourrait appuyer un peu l'économie camerounaise pour se relancer. Très bien. Charles Amembatou, il y a également le fait qu'aujourd'hui, on le dit, il y a pratiquement la moitié du personnel du service de réanimation de l'hôpital militaire de Douala qui est en quarantaine. Ça rejoint certainement votre idée et aussi votre crainte que vous avez exprimée en semaine. L'hôpital fait peur aujourd'hui, Charles Amembatou. Monsieur Michel Ngachou, peut-être on a rendu public pour la garnison. Connaissez-vous pour l'hôpital général? Connaissez-vous, permettez-moi, pour les autres hôpitaux, je ne vais pas dire, je ne veux pas indexer, connaissez-vous? Hier, lorsque on regardait le journal de 20h, on a interviewé un médecin
qui a dit le taux de contagion double lorsque la personne se prépare à entrer en détresse respiratoire. En ce moment, les particules sont rejetées dans l'air. Lorsque vous avez un personnel médical qui n'est pas protégé, lorsque vous avez un personnel médical qui n'a pas les équipements, lorsque vous utilisez des produits d'entretien qui ne sont pas susceptibles de tuer le virus, lorsque vous n'avez pas la possibilité de désinfecter convenablement l'environnement dans lequel ces personnes se trouvent, vous vous attendez à quoi? Et lorsque vous avez un gouvernement qui voit les produits de dernière génération, les produits de pointe ou des matériaux de pointe qui peuvent être utilisés, le matériel de pointe qui peut être utilisé pour protéger et le personnel soignant et non soignant, et qu'on dit non, ou qu'on dise non, vous voulez que je vous dise quoi? On ne peut dire que Asia. On ne peut dire que Asia. Peut-être aussi sauve qui peut, comme vous le disiez pas récemment. sauve qui peut. C'est ici, là. Je vous dis, c'est le système immunitaire de chacun qui va le protéger. Je vous le dis, hein, c'est le système immunitaire de chacun qui va le protéger. C'est la raison pour laquelle je le dis, comme l'avait dit le professeur Raoul, il a même redit, les diabétiques, ceux qui ont le VIH-Sida, les hypertendus, les asthmatiques, ceux qui ont les insuffisances rénales, et toutes les maladies déjà compliquées. Pardon, cette guerre n'est pas la vôtre. Ne passez pas, le moustique ne passe jamais là où on applaudit. Faites tout. Si vous avez des mamans qui sont atteintes de ces maladies, mettez-les en quarantaine à la maison, que personne ne les approche. Parce que là, on est abandonné. Asia, au corps médical de l'armée, vivement que Kamto et Atangandi trouvent un terrain d'entente pour qu'ils puissent bénéficier des produits. Merci infiniment, Salah Membatou. Retrouvons une fois de plus Constilamine sur le plateau B avec Von Bio cette fois-ci. Constilamine, à vous. Alors, une fois de plus, le concept Salaka, votre concept de communication, votre concept de vente en direct sur les antennes d'Equinox Télévision et Radio s'installe encore une fois de plus pour parler de l'un de ses produits phares, bien entendu, la gamme Von Bio. Mais avant d'y en arriver, je tiens déjà, bien entendu, ce matin à adresser mes salutations et mes remerciements à tous les enfants qui aiment le concept Salaka, parce qu'il faut le rappeler, le compte rendu qui me revient est que ces enfants, chaque fois que le concept Salaka passe sur les antennes d'Equinox Télévision, ces enfants font la communication du concept Salaka. Ces enfants appellent les parents, ces enfants appellent les grands-parents, les amis de venir regarder, de suivre le concept Salaka. Et à ces enfants, je vais leur envoyer leur slogan préféré. Vous êtes des enfants Nyanga, comme le concept Salaka. Merci à tous ces enfants. Et parlant bien sûr des enfants, merci une fois de plus aux enfants Jockey Gédéon et Jockey Joël, du côté bien sûr de Douala. Ce sont les fans du concept Salaka. Alors à l'instant, il est question bien sûr de parler santé, il est question de parler bien-être, il est question de parler Von Bio Oméga 3. En ce moment, chers téléspectateurs, je vous conseille de prendre régulièrement vos compléments alimentaires. C'est important, les compléments alimentaires. Oui, n'attendez pas de tomber malade pour prendre un complément alimentaire. Ce sont des compléments alimentaires qui permettent également de nous prévenir contre des maladies. Et parmi ces compléments alimentaires, il y a la gamme Von Bio. Et parmi la gamme Von Bio, il y a le Von Bio Oméga 3 qui permet de réduire les complications du diabète, de nous prévenir contre les AVC, également de réguler le taux de cholestérol dans le sang. Il coûte la somme de 5 500 francs du côté du magasin 1001 tapis en face du Palais d'Iga. C'est à l'entrée de la rue Mermoz. À côté bien sûr du Von Bio Oméga 3, il y a également le Von Bio Lotion. Oui, ce lait de toilette pour diabétiques, vous l'avez bien entendu, à 6 000 francs, toujours du côté du magasin 1001 tapis en face du Palais d'Ica. À côté bien sûr de ces deux compléments alimentaires, il y a une pommade contre les hémorroïdes. Oui, la pommade contre les hémorroïdes, la voici. Regardez bien sûr cet emballage. Dans cet emballage, il y a c'est-à-dire une solution, et la solution c'est bel et bien la pommade contre les hémorroïdes. Les numéros de téléphone, vous les connaissez déjà. Pour ceux qui n'ont pas nos numéros de téléphone, relevez ces numéros qui passent depuis tout à l'heure à l'écran et commandez votre pommade contre les hémorroïdes. Arrêtons d'utiliser n'importe quoi, faites confiance au concept Salaka, et ce concept vous permet depuis plusieurs mois d'avoir la pommade contre les hémorroïdes. Vous voulez avoir toutes les informations sur cette pommade, le prix, les modalités d'utilisation, appelez le concept Salaka et commandez votre pommade contre les hémorroïdes. Nous allons tout de suite, en quelques secondes, parler des modalités de livraison. Oui, ceux qui ont besoin de commander, que ce soit
un Von Bio Oméga 3, que ce soit la pommade contre les hémorroïdes ou alors les autres produits vendus au magasin 1001 tapis. Vous n'êtes pas dans la ville de Douala, vous n'êtes pas au Cameroun, aucune inquiétude. Les numéros de téléphone, vous les avez. Appelez le concept Salaka et passez votre commande. Nos clients de Yaoundé, je le rappelle encore à tous les clients de Yaoundé, vous allez récupérer vos commandes à l'agence de voyage United Express. C'est à Essos, en face de l'hôpital de la Caisse. Le représentant du concept Salaka vous attend tous les jours du côté de United Express. Il se chargera de vous remettre vos commandes. Donc, merci beaucoup de faire confiance au concept Salaka. Et ne l'oubliez pas, au concept Salaka, on ne dépend pas, mais on remplace. Vous achetez un produit, un article, venez au magasin 1001 tapis, vous ne serez pas déçus. Et 1000 fois merci à tous les enfants qui aiment le concept Salaka. Merci Constilamine, merci pour le concept Salaka de ce jour. Merci également à vous d'être passé par là. Madame, Monsieur, nous vous disons merci pour le travail que vous faites en même temps, mais surtout le regard, l'appréciation, l'encouragement de ce que nous faisons sur Equinox Télévision et Radio. Rassurez-vous, plus que jamais, nous resterons au cœur de l'actualité. Vous serez informés sur tous les sujets les plus brûlants du moment et nous n'allons lésigner sur aucun moyen pour aller au-delà de la très bonne information et de vous la livrer, puisque vous le valez bien. On va dire merci ce matin à Charles Armel Mbachou, Bonbon Bengan, merci Karine Sontia et merci également à Dominique Audrey, dans l'espoir de vous retrouver demain avec le même plaisir. Mais n'oubliez pas que cette semaine, les émissions d'aujourd'hui et demain, peut-être même la semaine prochaine, nous les consacrerons entièrement à Florazé pour le travail, pour la personne qu'elle était, pour le regard, pour la famille qu'elle constituait. Et on en profite encore pour adresser tous nos encouragements aux familles durement éprouvées, y compris à Equinox Télévision, qui restent en larmes. Bonne journée, Madame, Monsieur.